une association d'échange, de discussion sur des thèmes de l'actualité. Je rappelle simplement ce soir qu'on est en direct en même temps sur Twitch grâce à Caviar. Donc n'hésitez pas à leur laisser un message ou quelque chose sur Internet pour essayer de leur booster. Ça nous fait plaisir et ça permet d'avoir la communication. Donc notre principal objectif à Échange en Tribune, c'est d'éclairer des sujets d'actualité. Et ce soir, évidemment, on parle d'un sujet qui a fait la une des journaux et des émissions de télé toute l'année. Évidemment, les supporters. Donc, qui dit conférence, échange, dit évidemment intervenant. On a conférence avec le thème. Et notre premier intervenant est Philippe Broussard. Philippe Broussard, monsieur. Petit rappel très léger de son immense biographie. C'est le directeur adjoint du journal Le Monde. Il a reçu le prix Albert Londres en 1993. Il est spécialiste du monde des tribunes et il est auteur de l'un des livres les plus célèbres sur le monde des tribunes qui s'appelle Génération Supporter. Merci à lui d'être ici avec nous ce soir. Notre deuxième intervenant est Pierre Barthélémy. Pierre Barthélémy est avocat en droit public des affaires et surtout le plus fervent défenseur des supporters de l'Association nationale des supporters. Et vous pouvez le voir sur Twitter et il partage énormément de problèmes avec les préfets. Enfin, bravo! Et enfin, notre troisième et dernier intervenant est Adrien Annie-François. Adrien est supporter de Liverpool, depuis toujours et son papa aussi. Et il a surtout fondé le groupe French Goblins et il a globalement aidé les supporters anglais au moment de la finale de la Ligue des Champions. Donc on va vous présenter plusieurs thèmes ce soir et l'idée c'est qu'à la fin de chacun des thèmes, vous puissiez avoir la parole et poser vos questions. Et sans plus attendre, je laisse la parole à la personne qui va présenter la conférence ce soir. Bonsoir à tous. On est très heureux d'être ici devant vous avec des très bons intervenants. Je pense qu'on va avoir un discours assez intéressant. Sans plus tarder, on va commencer avec le premier thème qui est donc la gestion des supporters. Je pense que vous avez vu ce qui s'est passé au Stade de France il y a quelques jours. Ça a été un sacré fiasco qui montre sans doute un peu nos limites dans la gestion des supporters et des événements sportifs de ce genre. C'est quelque chose que vous, sans doute, si vous êtes ici, c'est que vous savez ce qui se passe tout au long de l'année. Là, c'est un peu ça a eu un retentissement national, voire international, parce que ça a quasiment provoqué une crise diplomatique avec l'Angleterre. Donc, déjà, pour commencer, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au Stade de France, Adrien? Je pense que tu peux en parler pour commencer, vu que tu t'es concerné. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné ce soir-là au Stade de France. Des problématiques qui sont connues par les supporters de clubs français depuis très longtemps, mais qui du coup aujourd'hui ont pu être vues par le monde entier. Une raison très simple, il y avait au niveau du dispositif policier déjà une sorte de méconnaissance de ce que sont les supporters de football et d'autant plus que sont les supporters de football de Liverpool. On attendait, et je pense que le dispositif policier avait été fait avec des souvenirs qui ont été des souvenirs de hooliganisme qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps dans des clubs anglais et qu'on a vu uniquement avec l'équipe nationale, des souvenirs notamment à l'Euro à ce niveau-là. Et il n'y avait pas la volonté de protéger les supporters de Liverpool. C'était su. Il y a eu donc des manquements, qui sont des manquements. Je pense que les autres intervenants parleront mieux que moi au niveau de la sécurité, mais il n'y avait pas la volonté de la part de la police de défendre les supporters de Liverpool, et c'est ce qui nous a mené à ce qui est arrivé. Les supporters de Liverpool qui sont venus à Paris, c'était majoritairement des familles, c'était des gens qui étaient quand même venus avec des intentions
extrêmement calme et qui s'attendaient à venir voir un match calme. On a le souvenir de Madrid en 2019 qui s'était extrêmement bien passé. Une très grande fête, une grande fan zone. L'organisation autour de la fan zone a été aussi très compliquée à Paris avec une annonce extrêmement tardive, des informations données au compte-gouttes et la diffusion du match qui a été annoncée uniquement 3 heures avant le début, donc qui a pu aussi mettre un petit peu de pagaille à ce niveau-là. Mais les supporters de Liverpool arrivent à Paris, sont dans leur meilleur comportement par rapport à ce que ça a pu être à une autre époque et ce que ça a pu être aussi pour d'autres clubs, et se retrouver face à un déchaînement de violence venant effectivement donc des intervenants extérieurs qui auraient totalement pu être gérés par la police, mais il n'y avait pas de volonté de gérer ces interventions extérieures et de sécuriser l'arrivée des fans au Stade de France jusqu'aux grilles, et ensuite un dispositif policier donc, qui a évidemment montré ses limites dans une période de crise et qui ont amené des supporters de Liverpool à être blessés, parfois grièvement. On a des exemples de supporters de Liverpool qui ont pu nous parler, qui nous ont dit qu'effectivement ils étaient handicapés. Certains sont aujourd'hui donc en chaise roulante pour remarcher plus tard, mais n'auront plus la possibilité d'exercer leur emploi, qui était un emploi physique. Il y aura des conséquences. Les conséquences sont graves évidemment dans les esprits, mais elles le sont aussi dans les corps. Et ce qui s'est passé ce jour-là au Stade de France, c'est pour Liverpool, ça aurait pu en tout cas être une tragédie, et ce sera dans tous les cas un souvenir extrêmement mauvais qui fait que les gens de Liverpool, je pense que si vous êtes déjà allé à Liverpool, vous savez que c'est pas la ville la plus privilégiée d'Angleterre. Ces gens disent qu'ils ne veulent plus jamais retourner à Paris parce qu'ils ont eu peur pour leur vie ici à Paris. Et pour moi et pour les supporters français de Liverpool qui sont dans la salle, évidemment on est catastrophés parce qu'on avait tout fait de ce qui était à notre pouvoir pour qu'on puisse les accueillir de la meilleure des façons, et on leur a montré l'incompétence qui a été celle du dispositif policier français dans la gestion des supporters, dans toute sa splendeur, et c'est évidemment une grande honte pour notre pays. Oui, Philippe, est-ce que vous pouvez revenir aussi sur le côté, il y a eu des manquements dont a parlé Adrien? Bonsoir. Je tiens d'abord à préciser que je n'étais pas au Stade de France. J'étais devant mon écran de télé, j'ai vu que le match avait été le coup d'envoi avait été reporté. Donc je pense que sur les responsabilités, plus précisément, je laisserai sans doute la parole à Maître Barthélémy, qui est mieux placé que moi pour répondre. Simplement, vous avez remarqué, je fais un peu monter la moyenne d'âge ce soir, donc j'ai les souvenirs d'anciens combattants, et ce qui me revient quand j'entends les uns et les autres parler de cette soirée de Liverpool, ce qui me revient, c'est le passé et des exemples concrets de l'incompétence, pour employer le mot, parfois, des autorités et de la police française à gérer des supporters anglais. Bayern Leeds au parc en 74. France-Angleterre 82. Le contexte de violence était différent. Il y avait des hooligans, il y avait un vrai problème de hooliganisme. Ça n'empêche, il y avait un problème de gestion des flux, de gestion du public britannique qui est quand même particulier, aujourd'hui encore. Angleterre-Tunisie à Marseille en 98. Angleterre aussi, là cette fois c'est la faute des Russes, mais incapacité à devancer en termes de renseignement et de maintien de l'ordre ce qui allait se passer. Sans parler bien sûr en 98, les Allemands à Lens avec le gendarme d'hiver. Donc je pense qu'il y a un vrai problème, et qui ne date pas de la semaine dernière, un vrai problème de compétence de la police française et au-delà des autorités dans la gestion du flux de supporters, qu'ils soient à risque ou pas à risque. Et malheureusement, ça a pris des proportions terribles l'autre jour. Ça aurait pu être beaucoup plus grave, parce que pour le coup, autre souvenir d'ancien combattant, j'étais au SL et j'étais à Hillsborough le lendemain pour aller voir les familles des victimes d'Hillsborough. J'étais à Lens aussi avec le gendarme Nivelle, et à Marseille le jour des incidents avec le public local notamment. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a un vrai problème que doivent se poser les autorités françaises, notamment les autorités policières, dans leur incapacité à gérer les groupes de supporters. Je pense qu'une partie du problème est que, dans la mesure où en France, on a évacué parfois ces questions simplement en annulant les possibilités de se déplacer, et bien il y a une perte d'expérience de la part des policiers, ce qu'est une gestion de foule. Vous me direz, c'est plus simple de gérer 1000 personnes qui vont voir un match à Lorient que 70 000 Anglais qui arrivent, c'est vrai. Mais globalement, on se heurte à une méconnaissance de la part des policiers de terrain et de leur encadrement de ce qu'est une foule de stade de foot. Pierre, avec tout ce qu'on a entendu, c'était la faute de qui en fait?
C'est compliqué de dire qui est seul responsable, surtout quand il y a un enchaînement de sujets, mais les points qui ont été évoqués déjà sont des points fondamentaux. C'est une incapacité déjà à comprendre, à différencier les profils de supporters qui viennent. Et en fait, le match de cette finale de Ligue des Champions, il aurait dû être appréhendé davantage comme un dispositif pour un match de rugby, par exemple, que dans un dispositif pensé pour un match de foot avec des ultras ou du hooliganisme. Et donc le dispositif n'était pas du tout adapté, c'était, comme ce qui a été dit, un dispositif d'ordre public agressif et pas un dispositif de protection, même de sécurité publique. On a vu avec les sujets ensuite de délinquance et d'agression contre les supporters. Donc il y a un vrai sujet sur l'incapacité à comprendre quel est le profil des supporters et des personnes face à nous, et donc comment les encadrer. Je vais prendre un exemple très simple, mais ce qu'on appelle les cortèges de supporters, donc les supporters qui se regroupent à 1, 2, 3, 4 km du match, du stade avant le match et qui se rendent en cortège au match. Partout en Europe, c'est autorisé, c'est compris, et c'est même considéré comme un outil de sécurité, parce qu'on sait où sont les supporters, on sait par où ils vont passer, et on peut facilement les encadrer et prendre la température. En France, c'est systématiquement interdit parce qu'on pense que c'est un problème de sécurité. Et donc on perd cet outil-là qui en fait, une simple analyse, juste prendre le temps d'aller voir comment ça se passe à l'étranger ou de comprendre le cortège, permettrait d'inverser la logique qui est aujourd'hui dans l'esprit des décideurs. Et un autre point, on constate que la division du ministère de l'Intérieur en charge de la sécurisation des manifestations sportives, elle ne s'appelle pas Division nationale de la sécurisation des manifestations sportives, elle ne s'appelle pas Division nationale de l'ordre public à l'occasion des manifestations sportives, elle s'appelle Division nationale de lutte contre le hooliganisme. Et donc les personnes en charge de penser la doctrine de la sécurisation des manifestations sportives en France partent du principe, du postulat unique que le seul sujet qui peut intervenir lors d'un match de football, c'est du hooliganisme, et que donc tout doit être pensé pour combattre du hooliganisme. Et donc c'est une incapacité totale à comprendre la sociologie en fait, des supporters. Le deuxième point fondamental qui a été évoqué aussi, c'est l'incapacité à gérer les flux de supporters. Et c'est la clé, sur tout événement où vous avez 30, 40 000, 80 000 personnes, c'est la gestion des flux qui est, pour reprendre le vocabulaire de Gérald Darmanin, le mal racine. Parce que si vous avez un manquement sur la gestion des flux, vous prenez 2-3 heures de retard que vous ne pouvez jamais récupérer et vous créez des tensions qui peuvent tout faire dégénérer. Et là, il y a eu cet effet cette incapacité à anticiper la grève du RERB, qui en plus dans les faits n'a pas eu lieu, donc vous pouvez prendre le RERB. Et donc à la sortie du RERD, qui n'est pas du tout l'accès fait pour ça, c'est une zone de bureau, le RERD, la sortie à cet endroit-là, on a laissé les supporters complètement perdus. On a appris dans le rapport de la DIGES remise au Premier ministre que la Fédération française de football avait proposé de mettre des panneaux d'affichage pour orienter les supporters et que la préfecture de police y serait opposée. C'est incompréhensible. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu environ 30 000 supporters anglais, 70 000 si on ajoute les 40 000 qui n'existent pas, qui sont allés sur le plus petit point d'accès de préfiltrage, mais vraiment le plus petit. Il n'y avait que 3 files pour passer pour les supporters et une file pour les officiels. File par laquelle aussi sont arrivés tous les bus des officiels qui arrivaient par l'autoroute. Et donc, on s'est retrouvé avec tout le monde bloqué 3 heures avant le match sur un seul point d'accès, pendant que dans l'axe du RERB, où on allait voir, il y avait 13 files et il n'y avait personne. Et donc, non seulement ils n'ont pas pensé à orienter les flux en amont, mais en plus, il n'y a personne sur le moment qui comprend cette problématique des flux et qui est capable d'organiser une redirection des flux. Et donc, c'est là le problème principal, parce qu'ensuite, on fait sauter le point de préfiltrage, pour des questions de sécurité, parce que les supporters qu'on voyait passer devaient s'asseoir pour reprendre leur souffle. Certains disaient qu'ils avaient la peur de leur vie, qu'ils étaient écrasés. Donc, on fait sauter ce point de préfiltrage, et après, du coup, les gens qui n'ont pas de billets peuvent accéder au parvis du stade. Et là, on se retrouve à devoir non plus faire de l'ordre public, mais de la sécurité publique, et c'est pas du tout les mêmes effectifs de police. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes ou de délinquants qui sont venus pour agresser ou sauter les grilles, et il n'y avait pas de dispositif policier qui était pensé pour ça. Donc c'est voilà les points principaux. Après, il y a eu d'autres problèmes, une succession. Le système informatique des tourniquets a sauté. Donc même chez les officiels, à 9h moins le quart, il y avait encore des files d'attente de plusieurs centaines de personnes aux portes les plus huppées du stade. Et donc aussi toute cette histoire des faux billets, on voit que, on a des témoignages, mais par centaines de personnes, dont des officiels de l'UEFA, qui ont scanné leur billet, on leur a dit qu'il était faux. Donc il y a eu des problèmes à toutes les échelles, à tous les niveaux, une incapacité des personnes présentes de prendre les bonnes décisions face à ces problèmes. Donc on a laissé les problèmes continuer.
Et c'était assez incroyable. Pour l'anecdote, quand on était devant la porte G, il y avait quelqu'un qui, voyant qu'on avait des accréditations, pensait qu'on était les organisateurs et qui nous dit « C'est moi qui ai inventé le vaccin contre la Covid, merci de me faire passer en premier ». Donc on n'était pas du tout sur des profils de hooligans. Donc, puis il y avait aussi tous les acteurs d'une série Netflix dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, les problèmes étaient à tous les niveaux. Et autre illustration côté Madrid, une fois qu'ils ont passé le préfiltrage après la sortie du métro ligne 13 au nord-ouest, préfiltrage, il y avait 15 ou 16 fils, donc là il n'y a eu aucun problème. Donc ils ont beau jeu de dire c'est les Anglais qui ont créé des problèmes, mais non, les Anglais on les a envoyés sur 3 points de préfiltrage, les Espagnols sur 15 ou 16. Mais après, personne ne les a orientés vers leur porte. Et donc il y a une file d'attente qui s'est créée depuis la première porte du stade jusqu'au point de préfiltrage, et tous les supporters espagnols se sont mis à faire la queue dans cette file, en sachant pas que c'était la file que pour une seule porte. Et donc là aussi il y aurait eu du retard, si jamais il n'y avait pas eu le report du début du match, parce qu'en fait tout le monde attendait pour la porte N, alors que les gens avaient des billets pour 4 ou 5 portes dans cette partie du stade. Donc il y a eu une succession de problèmes à tous les niveaux, et c'est pas surprenant qu'on ait eu ce résultat, et on peut être un peu inquiet pour l'avenir, parce que clairement on a vu dans la réaction ensuite que c'était du déni. Il n'y a pas une volonté de travailler, il n'y a toujours pas eu de réunion des parties prenantes pour travailler, tirer les bons enseignements, et donc il y a beaucoup de travail. Ce chiffre de 40 000 supporters en plus là, de Darmanin, d'où ils sortent en fait, je sais pas qui veut... On comprend des auditions au Sénat que c'est un chiffre qui est donné par la préfecture de police de Paris le soir même. On comprend aussi que le préfet de police a rendu beaucoup de services en tant que pare-feu pour l'exécutif, notamment pendant les Gilets jaunes. Donc il est à quelques mois de la retraite aussi, donc il a décidé de faire corps derrière lui. Sauf que ce chiffre, en fait, qui ne se fonde sur rien, ils ont eu un constat de fait qu'il y avait des faux billets, mais on apprend aujourd'hui qu'il n'y en avait que 2500. Et il y a aussi eu, du coup, en fait, ils ont demandé à la RATP, à la SNCF, aux compagnies de bus, aux compagnies de G7, l'ensemble des chiffres des personnes qui se sont dirigées vers la zone, mais la zone totale, donc pour tous les gens qui ont transité. Ils étaient à peu près à 30 000 personnes. Donc ils ont considéré que 30 000 personnes qui avaient pris tous les transports en commun ou des véhicules particuliers des autocars venaient nécessairement à cet endroit-là, alors même qu'il y avait une fan zone du Real Madrid avec 6 000 places à côté et qu'il y avait tous les habitants de la ville. Et donc ils sont partis sur ce chiffre de 30 000 et ils sont restés dessus, et ils ont voulu construire une histoire là-dessus, mais pour une fois, j'ai envie de dire, il y a eu une contradiction immédiate de l'ensemble des observateurs. Et Philippe, comment ça aurait pu être évité justement ce fiasco Moi, je pense que c'est simplement une question de... Enfin, simplement, la question n'est pas simple. Justement, c'est plutôt une question de coordination en amont, de rencontre avec entre les différents clubs, entre les policiers spécialisés, parce qu'il y en a, y compris évidemment en Angleterre, comme ça se fait pour des matchs de Ligue des Champions à Marseille, à Paris, où vous voulez, ou à Lyon. Donc ça, en théorie, ça aurait dû fonctionner comme ça. Pour les raisons que Maître Barthélémy vient d'évoquer, ça ne l'a pas été. C'est une certitude. Je pense aussi qu'il y a une évolution ces dernières années qui complique un peu la tâche des autorités confrontées à des mouvements de foule comme ça importants et à des arrivées massives de supporters. Vous avez sans doute remarqué, bon là évidemment ça s'est vu tout de suite, il y avait de nombreux supporters de Liverpool qui étaient venus non pas pour assister au match, mais enfin pour y assister, mais dans Paris, pour vivre l'événement et être dans Paris. Quand il y a eu la finale à Séville, je crois, les Rangers étaient quelques dizaines de milliers de plus et qui n'étaient pas pour le stade. À Tirana, idem pour la Roma et Feyenoord, ainsi de suite. Donc je pense que le phénomène des supporters qui ne vont pas directement forcément au stade, mais veulent être dans la ville pour être sur place, en termes de maintien général, ça complique aussi la chose. Je ne sais pas dans quelle proportion ça l'a compliqué ce fameux soir au Stade de France, mais c'est un élément dont il faut tenir compte. Il y a toujours eu des supporters anglais qui partaient à l'étranger sans avoir de billets, qui tentaient d'en avoir un et qui se rabattaient sur les arrière-salles de bistrot au mieux. Mais dans ces proportions-là, à ma connaissance, enfin je me trompe peut-être, c'est un phénomène qui date de 10-15 ans dans ces proportions. Oui, effectivement, c'est un phénomène qui est plutôt récent, qui a surtout éclos à Madrid pour la finale entre Liverpool et Tottenham, où il y a eu donc ce concert géant sur la place de Madrid, donc ça s'appelle une Boss Night, donc un chanteur de Liverpool qui s'appelle Jimmy Webster, qui vient pendant 1h30 chanter devant les fans. Et justement, le fait que ça ait eu lieu à Madrid, ça aurait dû être anticipé par la suite, par les autorités, parce que tout le monde savait que les supporters de Liverpool allaient venir pour, ayant vu les images de Madrid, qui étaient donc des images de liesse
génial, où il y a eu très peu de heurts, des choses extrêmement marginales, on devait pouvoir s'attendre à ce que les supporters de Liverpool décident de venir aussi nombreux. Et d'ailleurs, dans les semaines qui étaient les semaines avant la finale, on savait que les supporters de Liverpool, le nombre de 60 000 personnes, il a été mis en avant. Et notamment, je pense donc à l'association des supporters français de Liverpool qui a essayé d'alerter au maximum la mairie, l'UEFA, la préfecture de police, en leur disant que vous ne pouvez pas faire le même dispositif que celui que vous avez fait quand Liverpool a joué contre le Paris Saint-Germain 3 ans avant. Et c'était ce qui était de base prévu. On s'attendait donc on s'était dit, quand on avait joué contre le Paris Saint-Germain, il y avait 7000 supporters de Liverpool qui étaient venus, quasiment tout le monde avait des billets, comme vous le disiez tout à l'heure, on se déplace, on essaie d'avoir un billet au dernier moment, mais ça reste très marginal. Là, c'était vraiment l'idée de venir vivre un événement en particulier. Et le fait que ça n'ait pas été anticipé et que cette fan zone se soit faite un petit peu sur le tas à la fin, quelques semaines, enfin même quelques jours avant le jour J, qu'on ait vraiment la confirmation de l'endroit de la fan zone, de ce qui serait possible d'y faire. Et vu qu'on en parle rapidement, la fan zone, ça a aussi mal terminé là-bas, dans l'idée où le match s'est terminé, et 10 secondes à peine après la fin du match, sans aucune indication, sans montrer les sorties, sans demander aux gens de sortir, du gaz lacrymogène a été jeté par-dessus afin de disperser la foule. Sans aucune discussion, alors qu'il y avait une estrade, il y avait évidemment, comme il y avait eu un concert avant, il y avait évidemment tout ce qui était sonorisation pour pouvoir permettre de transmettre une information et de demander aux gens de sortir dans le calme. Quelques secondes après la fin du match, on jette du gaz lacrymogène sur les fans de Liverpool. Forcément, le fait qu'il n'y ait pas eu plus de heurts avec la police et de façon générale, ça a vraiment tenu à des supporters de Liverpool qui ont été, pour cette fois-ci, il faut le dire, extrêmement disciplinés. Ok, merci pour toutes vos indications. On va regarder une petite vidéo que Caviar a préparée et qui revient sur un peu tout ce qui s'est passé ces dernières années avec les supporters. Bonjour à tous, bon réveil, vous êtes dans la matinale de France Info sur le canal 27, on est très heureux, c'est la vraie rentrée avec une nouvelle formule de la matinale, vous allez voir, on va se régaler pour cette saison. Le peuple sang et or et leurs meilleurs rivaux lillois attendaient depuis 11 ans un derby avec public. Mais la mi-temps est à peine sifflée que la situation dérape dans le parcage visiteur. Des sièges sont arrachés et lancés dans la tribune voisine. Surtout ne touchez pas aux objets, il y a des professionnels pour ça. Nous sommes quelques heures avant la rencontre Montpellier-Bordeaux de Ligue 1, quand en pleine circulation, le bus des supporters bordelais est bloqué au rond-point Genevois à Montpellier. Masqués de t-shirts pour certains, de barres de fer et de ceintures, des supporters descendent alors de leur bus et se dirigent vers un groupe rival. Non seulement rien ne se calme, rien ne s'arrête, mais ça continue. Encore et encore, c'est que le début, d'accord. Un exemplaire marque, Touré, but, Auxerre est en Ligue 1 et envahissement du terrain. Pardon, ça devient irrespirable dans le chaudron. Vous toussez? Réagissez. Stadaline est un sirop homéopathique sans sucre aux 8 substances actives utilisées pour soulager la toux. Des milliers de spectateurs bloqués contre les barrières, des mouvements de foule, des tentatives d'intrusion dans l'enceinte du stade et l'intervention musclée de la police avec des gaz lacrymogènes. Ces scènes qui ont retardé la finale de la Ligue des Champions samedi soir font mauvais genre. Cet afflux de supporters britanniques du club de Liverpool sans billets ou avec des billets falsifiés. Le doute m'habite. 30 et 40 000 personnes, c'est considérable. La présence massive de ces faux billets est effectivement le mal racine qui a causé les reports par 3 fois du commencement du match. Pris sur son dos. Assumer. Assumer, ça marche. Sans les décisions prises par la police, par le préfet, il y aurait eu sans doute des morts par écrasement. Ne jure-t-on pas sur les morts lorsque le vivant exhume sa noirceur? Avec le passé qui prédit l'avenir, si l'enfant savait, voudrait-il encore grandir? Merci à Caviar pour cette très bonne vidéo. Pierre, est-ce que le fait que Paris ait appris l'attribution de la finale de la Ligue des Champions seulement 3 mois avant l'événement, pour les raisons que vous connaissez, la guerre en Ukraine, est-ce que ça explique ce raté?
Pour moi, c'est un argument fallacieux. On a l'habitude d'organiser des grandes compétitions. On a l'habitude d'organiser des matchs au dernier moment. J'en veux pour exemple les barrages d'accession en Ligue 1 ou en Ligue 2. On savait que ça serait un match à Auxerre et à Saint-Etienne qu'une semaine avant. Des matchs à très haute tension pour le coup, puisqu'il y avait des enjeux et des tensions importantes à Saint-Etienne dans les tribunes depuis quelques mois. Donc on est capable de le faire. En revanche, encore faut-il le faire correctement, et on voit bien que ça se serait passé de manière beaucoup plus simple et sans vrai incident si on avait simplement mis quelques pancartes pour orienter le flux de supporters depuis le RER, et ça, il n'y a pas besoin, d'être au courant 18 mois avant pour ça. Par ailleurs, c'est la France qui a demandé à accueillir cette compétition, donc ça veut dire qu'elle estimait en être capable. Et puis, le dernier point, quand la ministre explique que c'est parce qu'on a connu les finalistes qu'un mois avant, enfin, ou 3 semaines avant, oui. Donc, le fait d'avoir... Jamais, même si ça avait été 18 mois avant, on aurait pu savoir que ça aurait été des supporters britanniques de Liverpool d'un côté ou des supporters de Real de l'autre. Donc, tout ce qui, même la grève, on n'aurait pas pu le savoir à l'avance. Tout ce qui n'a pas marché ce soir-là, je ne vois pas trop en quoi on aurait eu besoin de 15 mois de plus. On l'a vu là dans la vidéo de Caviar, que cette année a été particulièrement agitée du côté des tribunes. Comment on l'explique ce qui s'est passé? C'est le fait qu'il y ait eu que les supporters étaient privés pendant 2 ans de tribunes, ou qu'est-ce qui s'est passé là, cette année particulièrement, Philippe? Pardon, je sais pas, je vous en prie. Moi, je pense que là aussi, il y a des explications multiples. Une d'elles est un peu psychologique quand même. Je pense qu'effectivement, après la séquence qu'on a tous vécue de Covid, il y a eu une forme de relâchement. Je pense que les supporters, et notamment les plus engagés d'entre eux, les ultras, étaient un peu en manque quelque part. Nous tous, y compris les supporters qui se manifestent différemment. Mais je pense qu'il y a eu ce trop-plein qui s'est exprimé d'une certaine manière à ce moment-là, qui a sans doute coïncidé dans certains clubs avec des situations sportives très compliquées, et on en reparlera sans doute, mais des situations de rachat potentiel, de mauvais résultats, de dirigeants plus ou moins compétents. Donc il y a eu une conjonction d'éléments qui a fait qu'effectivement il y a eu ces problèmes. Peut-être aussi que j'allais dire ce tunnel Covid et les stades vides ont fait que, de retour de cette séquence si particulière, peut-être que certains groupes ultras ont un peu perdu la main sur une partie de leur groupe, je pense aux plus jeunes notamment. Donc ça serait à eux de nous dire. Je pense qu'il y en a quelques-uns dans la salle qui pourraient peut-être témoigner, mais j'ai eu comme ce sentiment que pour certains, la situation leur échappait un petit peu après cette séquence, encore une fois, particulière. Il y a aussi, je pense, un ras-le-bol vis-à-vis de tout ce qui est répressif contre les supporters de football depuis des années et qui maintenant s'exprime de plus en plus. Maître Barthélémy connaît beaucoup mieux le sujet que moi, je laisserai la parole là-dessus. Mais depuis des années et des années en France, on choisit donc, de mettre sous le tapis la gestion des supporters. Et comme vous l'avez dit, on a perdu la main à ce niveau-là parce qu'on préfère interdire les déplacements, on préfère à chaque fois tout prévenir en amont pour ne pas avoir à le gérer. Et on arrive aussi à ce moment-là où de toute façon on se retrouve confronté à un moment donné où on doit gérer ces flux. Et depuis des années et des années, voilà, moi je prêche encore une fois pour ma paroisse, mais j'ai vu beaucoup de supporters de beaucoup de clubs français faire des banderoles pour parler de la finale au Stade de France, et ils disent tous plus ou moins la même chose. C'est ce que vous avez vécu au Stade de France, c'est ce que nous on vit tous les week-ends dans des déplacements qui ne sont pas des déplacements qui devraient être compliqués, où on nous empêche simplement de vivre notre passion. Et au-delà de ça, après 2 ans de Covid, c'est vrai qu'on a eu cette privation, et se retrouver encore une fois privé de notre loisir favori, qui est un mode de vie pour un nombre de personnes assez considérable, c'est certain que ça a aussi un impact. Et ça peut expliquer pourquoi, effectivement, il y a eu des fois des débordements et une gestion qui n'a pas été à la hauteur à ce niveau-là. Merci. Oui, moi je pense aussi que c'est une conjonction de facteurs, et il y en a 2 principaux. Le premier évoqué par Philippe Broussard, cette sorte d'effet de rattrapage. Les images des incidents qu'on a vus entre Montpellier et Bordeaux,
les Montpelliérains vous le diront, hein, ça faisait 1 an et demi qu'ils attendaient d'égaliser, donc ils ont profité de l'opportunité pour le faire. C'est pas pour ça que c'est bien, hein, mais c'est une des explications. Et la deuxième explication principale, c'est que pendant 1 an et demi, on a perdu des habitudes et on a perdu des compétences. Il faut voir par exemple que les policiers, en général, ils changent de poste tous les 3 ans. Donc quand il y a 1 an et demi sans supporters dans les stades, il y a un renouvellement de moitié des policiers en charge de la sécurisation des manifestations sportives dans chacun des stades. Autre problème très particulier, il y a beaucoup de référents supporters ou de directeurs sécurité des clubs qui sont partis parce que pendant 1 an et demi, ils étaient au chômage partiel et ils n'avaient plus de travail. Donc on a aussi perdu des gens qui connaissaient bien leur stade et leurs supporters et qui faisaient le lien. Et surtout, c'est les stadiers. Les stadiers, c'est le personnel clé de la sécurisation des manifestations sportives. C'est lui qui est en première ligne, c'est lui qui est partout, le stadier. C'est lui qui fait front quand il y a un incident. Et il y a eu un double effet. D'une part, on n'avait plus besoin de stadiers pendant 1 an et demi dans les stades, donc les stadiers ils sont partis faire autre chose, notamment vigiles de supermarchés, gérer les files d'attente quand il y avait les contrôles des passes sanitaires. Ils se sont rendus compte que pour le même salaire, ils ne risquaient pas leur intégrité physique, c'était beaucoup plus reposant, c'était des horaires beaucoup plus agréables, et en plus il y avait moins d'heures de formation préalable, donc il y a eu un énorme déficit de stadiers à la reprise de la saison. Et donc cette conjonction de perte de compétences et de perte de personnel s'est traduite par ces incidents sur les 3-4 premiers mois de la saison. Et on a des illustrations très claires. Hein. Par exemple, à Nice, s'il y a un référent supporter, on peut calmer le jeu en première mi-temps et on ne se retrouve pas avec les incidents en deuxième mi-temps contre Marseille. Pareil pour la rencontre Lens-Lille. Si jamais on a les personnes compétentes pour gérer un parquage, il ne se passe jamais ce qui s'est passé, sauf qu'on a perdu la capacité à préparer le parquage, à étudier le type de supporter qui est venu, puisqu'il n'y avait pas que des supporters traditionnels de Lille qui sont venus dans le parquage. Et donc on a laissé une absence de no man's land, cette zone tampon entre la tribune Tranin familiale et le parquage, qui fait qu'il y a des supporters qui ont pu se jeter des objets, des familles qui ont reçu des objets qui ont été blessés. Donc pendant 45 minutes en première mi-temps, on a laissé cette situation envenimée. Normalement, tout de suite, il y a intervention des stadiers ou il y a une intervention de la police pour créer une zone tampon. Il ne s'est rien passé pendant 45 minutes. Résultat, qu'est-ce qui se passe? À la mi-temps, les ultras quittent la Marais, ils traversent le terrain, ils vont faire le travail de la police. Et donc ça crée ce chaos total. Donc il y a une conjonction de facteurs, mais qui ramène un peu tous au même point qu'on évoquait, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des incidents, on cherche une explication sur cet incident en particulier, mais on ne se remet jamais autour de la table pour se dire qu'est-ce qui structurellement ne fonctionne pas et quelle doctrine il faut construire pour l'avenir, pour éviter justement que quand il y a une coupure, on ne reparte pas de zéro, mais on ait des bases solides et des fondations sur lesquelles, enfin des rails sur lesquels se remettre quand ça repart. C'est très important ce que vous venez de dire, parce que je pense qu'effectivement, il y a eu cette coupure a provoqué des dégâts très importants, et on a vraiment un sentiment, vu de l'extérieur, moi je suis beaucoup moins impliqué dans le suivi de la vie des supporters aujourd'hui, même si je suis à tous les matchs au parc, et je suis à peu près au courant de ce qui se passe à Paris, mais pour le reste, c'est vrai que mes occupations professionnelles m'emmènent vers d'autres horizons. Mais il y a quelque chose d'important, j'ai eu le sentiment que, en gros, entre la période des pionniers que j'ai pu connaître, où ce monde-là n'intéressait personne, il faut dire les choses, à commencer par les autorités ou les dirigeants qui ne connaissaient rien, j'ai le sentiment qu'après, il y a quand même eu une période, peut-être il y a une dizaine d'années, où on a commencé vraiment 10-15 ans à s'intéresser davantage à ce monde-là, à mettre en place des systèmes de contrôle et de dialogue surtout avec les supporters, d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait, avoir des policiers qui connaissaient un peu leur job, des stadiers, des dirigeants, des référents. J'ai l'impression que ça a bugué à un moment et tout ça, ça s'est arrêté et qu'on est il y a un côté retour vers le futur. On est dans une situation, on vient en arrière tout bêtement et ça c'est très très dommageable parce que je ne sais pas comment on peut réparer les dégâts maintenant. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de violence aujourd'hui que dans les années 2000 par exemple, ou non, on a quand même fait des efforts là-dessus? Non, là il faut souligner un truc important, le gros du hooliganisme, là, parce qu'on parle d'autre chose, on parle de hooliganisme au sens pur, c'est j'allais dire du terme. Aujourd'hui, il y a des incidents, il y a des choses assez graves.
Mais par rapport à ce qu'on a pu connaître fin des années 70, même un peu plus tôt en Angleterre, début des années 80 et le ESL c'est 39 morts et des centaines de blessés, il ne faut pas perdre de vue le truc. Donc, honnêtement, en termes de violence, de hooliganisme, il y a strictement rien à voir en France. Après, pour le reste, ça c'est autre chose. La relation avec les supporters, ainsi de suite, tout ça, ça évolue. En violence, ce qui se passe actuellement est sérieux, mais ça n'atteint pas du tout le côté systémique que ça a pu avoir en France, notamment à Paris, parce que c'est essentiellement Paris, mais il y avait d'autres cas aussi. Et puis surtout en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas, choses comme ça. Et je pense qu'il y a un autre point, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de chaîne d'information en continu, donc on n'avait absolument pas cet effet loop aujourd'hui, et aujourd'hui on peut avoir juste 3 vidéos sur les réseaux sociaux qui vont ensuite tourner en boucle sur les chaînes d'information en continu, et on va donner un sentiment de permanence, d'intensité, d'ampleur qui ne correspond pas du tout à la réalité sur le terrain. Et d'ailleurs quand on regarde les chiffres, on est sur des chiffres absolument dérisoires si on peut se permettre, c'est-à-dire qu'il y a 13 millions d'entrées en Ligue 1 et en Ligue 2 par saison, on est sur moins de 700 interpellations, et la moitié seulement sont pour violence ou destruction de biens, donc on est sur 350 à peu près interpellations pour violence ou destruction de biens sur 13 millions. Je pense que sur une seule manifestation un peu chaude ou sur certains concerts un peu chauds, on peut avoir ce chiffre en une soirée, donc il faut relativiser. Et là, quand on regarde la plupart des motifs, le principal motif d'interdiction de stade ou le principal motif de sanction contre les clubs par la commission de discipline, c'est la pyrotechnie. Et on ne peut pas du tout comparer la pyrotechnie à des incidents de violence ou autre. La pyrotechnie est interdite, mais ce n'est pas pour autant que c'est un phénomène grave ou particulièrement dangereux qu'il faudrait prendre en compte dans ce cadre-là. On va pouvoir passer aux questions. Donc n'hésitez pas à interpeller Donovan qui circule dans la salle avec le micro sur le thème de la gestion des supporters. Ça paraît simple comme ça, mais je pense que c'est très difficile au moment de la foule. Il y a tous les ultras qui sont dans la salle, on rentre facilement tout ce qu'on veut. Là. Dans un stade, il faut dire les choses. Après, en l'occurrence, ce qui s'est passé à Saint-Etienne, à mon avis, du point de vue du maintien de l'ordre, ce qui est scandaleux, c'est que les gars aient pu entrer sur le terrain. Et autre chose qui est scandaleux, à mon avis, parce que personne ne peut approuver ce qui s'est passé, les tirs tendus contre la tribune présidentielle. Il y avait peut-être des gens qui ont fait des conneries, mais pas au point de les viser en tir tendu. Ça plaide totalement contre l'utilisation, même maîtrisée, même raisonnée, des fumées. Ils ont beau dos, le préfet allemand pourra vous dire, bah non, attendez, regardez l'usage qu'ils en ont fait à Saint-Etienne. Ça se retourne totalement contre les groupes qui voudraient les utiliser de manière encadrée. Mais en tout cas, c'est vrai que là, il y a eu un problème de maintien de l'ordre à Saint-Etienne, c'est une évidence, mais je ne vois pas la manière de filtrer au-delà de ce filtrage actuel. Quiconque veut entrer des flux dans un stade peut le faire. Juste une précision sur Saint-Etienne, moi ce qui m'a choqué, tout le monde savait qu'en cas de relégation, il y aurait un envahissement de terrain. Il n'y avait aucun dispositif anti-intrusion sur le terrain. Il n'y avait même pas les barrières, je n'oublie plus le nom, papillons, je ne sais plus comment, les barrières croisées. Il suffisait de 2 rangées de ça et c'est extrêmement compliqué de les franchir rapidement ou en nombre. Et ça aurait permis au personnel de sécurité, qui était d'ailleurs pas assez nombreux, des stadiers encore une fois, d'éviter un tel envahissement. Donc, il y a encore eu des grosses carences, ce qui n'enlève rien à la responsabilité de ceux qui ont commis ces actes inacceptables. Mais il y a encore eu des gros problèmes de carence sur les dispositifs anti-intrusion.
Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, il faudrait voir avec des sociologues, mais ce que j'ai pu lire notamment dans des interviews de Nicolas Orcade ou Ludovic Lestrelin, c'est qu'ils expliquent que ce mantra sur les tribunes sont le reflet de la société, il est faux. Il est particulièrement faux, mais on ne peut pas nier que cette saison, il pouvait y avoir des tensions structurelles dans la société après les confinements ou les couvre-feux qui ont provoqué quelques incidents en début de saison, mais c'est certain que cette forme de déterminisme, de fatalité dans le discours de certaines autorités publiques ou de certains dirigeants, elle n'est pas confirmée par les spécialistes, par les sociologues, mais peut-être que Philippe Broussard sera plus au point sur ces sujets que moi. Non, je pense que c'est sans doute un raccourci sociologique de dire ça. On dit souvent le stade est le reflet de la société. Il l'est parfois quand même, il ne faut pas tout rejeter dans cette analyse, mais en l'occurrence en termes de violence, je pense plus pour les violences qui sont plus récentes et l'hostilité notamment de certains supporters vis-à-vis des investisseurs potentiels ou actuels, vis-à-vis des dirigeants, ainsi de suite, ça reflète quand même un petit peu une forme de contestation d'un ordre établi, d'une hiérarchie sociale, de tout ce que vous voulez, et ça, quand même, pas que les supporters, c'est les gilets jaunes, c'est la même chose, mais quelque part, il y a une démarche un peu sociale dans tout cela, voire politique parfois. Parce que ça a du sens de dire non, on ne veut pas des investisseurs un peu obscurs qui arrivent pour faire du fric sur le dos de notre club. Je pense que là, il y a une dimension qui est un peu en résonance quand même avec l'époque. Essayez, quand vous posez vos questions, de mettre le micro bien proche parce qu'il est très très fort. Je vais y lâcher. Merci encore pour votre intervention. J'avais juste une question. Je veux savoir si les autorités françaises font ou vont faire l'effort de voir un peu avec les pays limitrophes de nous, même les pays scandinaves, c'est exemplaire sur ce point-là, sur l'accompagnement des supporters dans les stades. Est-ce qu'il y a des réunions qui s'organisent entre les autorités françaises, les autorités colombiennes, allemandes, suédoises, danoises, qui sont assez aussi ayant vécu des extrêmement dans ces stades-là, qui sont assez exemplaires, ça gérer des flux comme personne. Et je veux savoir si les autorités françaises allaient à la rencontre de leurs responsables européens. Alors c'est une très bonne question. D'un point de vue police, on a créé ce qu'on appelle le PNIF, le Point National d'Information. Enfin, je ne sais plus dérouler l'acronyme, mais c'est des policiers spécialisés dans tous les pays qui communiquent régulièrement. Et d'ailleurs, après les incidents au Stade de France, on a évoqué cette note-là qui évoquait le risque de faux billets, etc. Et c'est une traduction en fait par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme d'une note remise par l'intermédiaire du PNIF par les policiers de Liverpool. Donc il y a au moins des discussions d'un point de vue police de ce point de vue-là. Après, quand la Ligue ou la Fédération va à l'étranger, c'est pas pour regarder ces problèmes de flux de supporters, de cadrement de supporters, c'est juste pour voir comment maximiser les recettes aux buvettes ou comment améliorer la fan expérience, ce genre de choses. Puis de toute façon, c'est plus sympa d'aller voir comment fonctionnent les loges dans les stades à l'étranger que d'être dehors sous la pluie à regarder comment les supporters arrivent. Mais en revanche, ce qu'on a constaté, c'est que grâce à des associations européennes comme Football Supporters Europe ou Supporters Direct, enfin SD Europe, il y a des projets financés par l'Union européenne, le programme Erasmus+, qui se sont montés et dans lesquels on a réussi à mettre la Ligue en France. Et donc il y a eu pendant 2 ans, notamment sur ce qu'on appelait le programme Liège, des visites de 7 ou 8 pays de stades où on assiste au match du début à la fin, toute la préparation depuis le match, pour voir comment en France on aurait pu créer le poste de référent supporter, ce salarié du club qui est en lien permanent avec les supporters pour permettre de mieux transmettre des informations au club, aux autorités ou de les redescendre vers les supporters. Et ce programme il a été décisif parce que le gros succès de l'amélioration de l'encadrement des supporters en France, c'est le dialogue entre 2017 et 2020, jusqu'au premier confinement. Et un des outils pivots, c'est le référent supporter. Et si la Ligue s'est autant investie, si la Ligue a créé le poste, c'est Nathalie Boulatour qui a créé un poste d'un responsable référent supporter et responsable de la relation supporter à la Ligue, qui maintenant en plus a un assistant, donc il y a 2 personnes. Et c'est ce changement fondamental et qui est décisif, on le voit toutes les semaines, c'est grâce à ce programme européen où la Ligue, qui est venue un peu
on va dire, forcée. Hein. Elle a envoyé un stagiaire. Le stagiaire il est revenu, il leur a expliqué, ils ont fait ah ouais quand même, t'es sûr? Et le stagiaire il a été recruté, ils ont créé le poste et maintenant c'est lui qui gère ça et ça change tout. Donc c'est la preuve que c'est la bonne solution, mais que heureusement qu'il y a eu des initiatives de supporters à l'échelle européenne, parce que sinon on n'en serait jamais arrivé là. Bonsoir. Je voulais savoir, on voit qu'au niveau de la France, et en France, il y a de plus en plus de fonds de pension qui deviennent propriétaires de clubs de football. Les gens n'ont pas forcément connaissance du milieu des supporters, ni même de la gestion d'un club de foot. Est-ce que ça peut avoir une incidence aussi par rapport aux supporters qui avant avaient un peu plus de propriétaires, qui avaient un peu plus de foot et qui s'intéressaient un peu plus à ça? Vous parlez des référents supporters, on sait qu'il y a notamment un club qui a nommé un community manager comme référent supporter. Voilà, je voulais savoir ce que vous pensez, est-ce que ça a une incidence aussi d'arriver à ces conventions en football sur la gestion du support? Si je peux me permettre, on va l'évoquer juste après, c'est le thème d'après, donc on en parlera juste après. Si quelqu'un a une autre question. Bonsoir à tous. Quelle est la règle concernant le stagiaire en Le nombre de stadiers dans les stades. Est-ce qu'il y a une règle en Ligue 1? Il n'y en a pas assez. J'ai vu des noms circuler, mais je ne les ai pas du tout en tête. Non, je ne sais pas. Mais la question, c'était pas plutôt sur comment sont encadrés les stadiers, comment ils sont formés, c'est pas ça, j'ai pas. C'est le nombre. La question, c'est le nombre ou la formation? Ah oui, c'est ça, d'accord. Faudra demander à Ronan, il sait répondre. Je vais revenir sur mon expérience à l'Euro, c'était à Budapest. La première fois qu'il y avait 100% de capacité de sport dans un stade, après le confinement, il y avait absolument zéro stratégie pour entraîner sur un stade. En revenant à la Fédération française de football, pourquoi en fait on avait zéro? Oui, il y avait la Fédération qui avait engagé. C'est pas en fait. Donc, sur les problématiques de gestion de supporters, il y a une personne de la Fédération française de football qui est passée la semaine de semaine. Je vais revenir sur les problématiques de fin de marche, de fin de walk. Pour le France, la marche a stratégie en 2015. Il a préféré pouvoir organiser cette fin de marche pour protéger l'entreprise sur un certain nombre d'abord pour fabriquer la vie. Parce que ça coûte de l'argent d'engager les supporters, avoir des policiers par un bout de salaire. Donc c'est exactement ce que j'ai en fait de l'expérience en fait. Donc moi je suis malheureusement pas étonné suite en fait aux incidents dans le Stade de France, la gestion en fait de l'événement comme ça à la Fédération française de football. Une dernière question, Michel. Bonsoir à tous. Au vu des nombreux incidents qu'il y a eu au cours de la saison passée en Ligue 1, la Ligue, est-ce qu'elle ne pourrait pas mettre en place, en fait, le même titre que la DSCG, une commission de sécurité qui faudrait passer pour valider en fait la session en Ligue 1? Alors, sauf erreur, il y a déjà une commission sécurité sûreté des stades à la Ligue. Et je crois qu'il y a aussi des points ou des notes éliminatoires dans la licence club qui est nécessaire pour jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2, mais je pense que c'est plus une question pour la Ligue, mais je crois que c'est au moins intégré à minima dans la licence club, et je crois qu'il y a une homologation des stades aussi par les collectivités territoriales ou par le préfet, mais je suis vraiment pas au point sur le sujet. Merci pour vos questions. Vous aurez deux autres occasions de poser des questions qui sont nombreuses et toujours pertinentes. On va passer au deuxième thème. Est-ce que le club est la propriété des supporters ou des dirigeants? Parce qu'il y a une petite faute dans le slide.
Est-ce que c'est la propriété des supporters ou des dirigeants? Première question, Adrien. Oui, parce que avec les Américains. Oui, pour le cas de Liverpool, c'est un point qui est important et qui est parfois un point de dissonance entre les supporters. Il y a plusieurs années, donc, un groupe qui s'appelle le Fenway Sport Group a acheté le Liverpool Football Club. Donc le Fenway Sport Group, c'est un groupe américain qui a aussi donc, les Boston Red Sox, l'équipe de baseball. Et leur arrivée au club a été vue de façon assez polarisée par les supporters. D'un côté, de bons investissements ont fait que, je pense que vous le savez, Liverpool depuis quelques années, ça tourne plutôt bien. L'arrivée de Jürgen Klopp, l'arrivée aussi de nombreux joueurs, même si au niveau des achats et des ventes, Liverpool quand même garde des finances assez saines. Il n'a pas beaucoup besoin de compter sur ses investisseurs pour pouvoir vraiment acheter, sauf très récemment, pas encore annoncé, ça doit devenir un gros achat qui devrait arriver. Si c'est annoncé, c'est fait, Darwin Núñez, c'est super. J'aime pas mais de l'autre côté, ces investisseurs américains sont arrivés à Liverpool et ont commencé à faire des choses qui ne leur ont pas du tout plu. Notamment, ils ont essayé de déposer le nom Liverpool pour devenir une marque. Donc, il n'était plus possible de faire quoi que ce soit qui utilisait le nom Liverpool sans verser de l'argent au Liverpool Football Club. Une œuvre de charité à Liverpool, il fallait verser une partie au club. C'est ce qu'ont tenté de faire les dirigeants américains. Les dirigeants américains ont aussi mis une pression de plus en plus forte sur les groupes de supporters étrangers afin d'en faire des community managers au lieu d'en faire des supporters. Et ça a commencé à créer pas mal de dissensions, et surtout le point numéro 1, et c'est le point numéro 1 dans tous les clubs en Angleterre, c'est le problème donc de l'argent et le problème des prix des places. Le prix des places est envolé depuis des années, c'est la façon qu'ont choisi les clubs anglais pour lutter contre l'hooliganisme, simplement en le déplaçant ailleurs et en créant dans des stades aujourd'hui une ambiance qui est aseptisée. Je suis désolé de le dire, je pense que les supporters de Liverpool ne sont pas d'accord avec moi, mais aujourd'hui en Anfield, il n'y a plus aucun intérêt à y aller. C'est plus du tout l'ambiance que ça a pu être. On nous vendait avant, évidemment, c'était l'ambiance mythique d'Anfield. Aujourd'hui, en dehors des gros matchs, évidemment, il y a de l'ambiance. Le stade est toujours un endroit magnifique. L'ambiance d'Anfield, vous pouvez retrouver des ambiances bien meilleures dans n'importe quel club de Ligue 2 ou même de National. Peut-être pas tous, mais en tout cas une partie. Et aujourd'hui, on est un petit peu cette dissension où les supporters où les dirigeants veulent continuer à vendre, parce que Liverpool, c'est quelque chose qui vend, veulent continuer à vendre des expériences très chères pour aller au stade, avoir l'occasion de manger au stade, de faire la visite, à des touristes avides de sensations de supporters, sans avoir besoin de vraiment se mettre dedans. Et de l'autre côté, leurs choix font que l'ambiance baisse de plus en plus et que les stades anglais deviennent de moins en moins intéressants. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui met un petit peu en tension le côté est-ce que le club appartient aux supporters ou est-ce que le club appartient à ses dirigeants. Aujourd'hui, dans pas mal de clubs anglais, on arrive sur une uniformisation de la façon de supporter le club qui, je pense, en tout cas pour moi, est très dangereuse et met en péril les identités de club. Et ça s'est vu notamment avec la Super League et tous les sujets qui sont inhérents. Du coup, on avait la question tout à l'heure sur est-ce que les changements de propriétaires entraînent justement de la violence. On le voit notamment avec la fronde des supporters du FC Nantes, par exemple, qui s'est manifestée, c'est pas vraiment de la violence, mais une vraie contestation contre les dirigeants de clubs. Ça date depuis quand, ça? Ça a toujours été un peu le cas, mais ça a pris une dimension plus importante, effectivement, ces dernières années, parce que tout bêtement, le football français, là je parle du cas français, est devenu attractif pour les gros investisseurs étrangers. Alors Kita, c'est un peu particulier comme profil. Il y a en plus, je pense, une forme d'animosité quasi personnelle, parce qu'il y a du mépris d'un côté, de la passion de l'autre, et ça ne matche pas. Dès le début, ça a coincé. Après, il y a un débat de fond sur effectivement les gros investisseurs. Là, on est en plein dans la cul, parce que Saint-Etienne pourrait basculer si j'ai bien suivi, sous fond britannique, américain. Le Red Star, c'est fait. Il y a Angers aussi, il y en a plusieurs comme ça. On a eu des cas à Bordeaux, enfin bref. Tout cela fait que, effectivement, les supporters qui, eux, se perçoivent comme les propriétaires, au moins au sens moral, et Dieu sait que c'est important,
ressentent ça, peuvent ressentir ça comme une sorte de captation d'héritage, je ne sais pas quel terme employer, mais c'est un peu ça, il y a un côté. Est-ce que ces gens qui vont arriver avec beaucoup d'argent et avec des intentions ouvertement mercantiles vont respecter l'histoire du club, mais j'allais dire, c'est une affaire personnelle aussi, quasiment mon histoire, ma passion, mes souvenirs, voilà, on est en train de me voler mes Madeleines de Proust, parce qu'un supporter, pas nostalgie, par définition, est un peu nostalgique, il y a toujours un côté, j'ai grandi comme ça, j'ai aimé ça, parce que mon père, ainsi de suite. Donc, on a l'impression que le tonton d'Amérique, pour parler de lui, arrive avec beaucoup d'argent pour capter cette passion et en faire un objet commercial. Je pense que les gens qui veulent en faire un objet commercial complet se trompent, y compris en termes d'image. Mieux vaut aller dans le sens des supporters, dialoguer avec eux, parce qu'ils font partie du spectacle foot. Regardez l'exemple concret qu'on a eu au parc. Le parc, les ultras sont revenus, ça a assuré de l'ambiance. Cette année, il y a eu un conflit, les ultras ont cessé d'encourager l'équipe, de mettre l'ambiance dans le stade, et c'était mort, c'est même pas Disneyland, c'est rien, c'est le vide. Eh bien moi je suis à la place de quelqu'un qui veut vendre des t-shirts, des casquettes, des abonnements en Chine, je me dis il vaut mieux que j'ai un stade où j'ai de l'ambiance parce que c'est ce produit-là, pour parler comme ce produit-là que je veux vendre. Donc d'où la nécessité d'établir un dialogue. À Paris, il y en a eu un, il a été mis à mal ces derniers temps, mais il y en a eu un, et Dieu sait qu'on partait de loin du côté des supporters parisiens. Mais d'autres clubs sont vraiment dans des situations qui m'inquiètent parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas forcément de discussion. Et là, c'est une rupture qui est dommageable pour les clubs et surtout pour le public. Justement, concernant le Paris Saint-Germain, Pierre, vous êtes mieux placé pour en parler parce que vous avez défendu les supporters du PSG. Et vous avez vu justement arriver ces investisseurs qui ont totalement changé l'image du club. Ouais, alors pour moi le cas parisien il est assez particulier parce que il est assez unique par rapport aux autres. Il n'est pas forcément conflictuel. Il n'y a pas, c'est-à-dire que le sujet de l'actionnaire à Paris, c'est pas ce qu'il fait à Paris. C'est son identité, le fait d'être un fonds souverain, le fait d'être le fonds souverain d'un pays, le Qatar, qui pose des questions d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue droit de l'homme, etc. Donc c'est un sujet un peu différent, mais le dialogue est plutôt bon, il y a une bonne relation, et je pense que les Qataris ont très vite compris l'importance des ultras et des supporters à tout point de vue, sociologique, sur l'ambiance dans le stade, sur les bénéfices commerciaux qu'ils peuvent en tirer, l'image. Donc c'est un exemple, à mon avis, un peu à part, mais qui a démontré qu'aucun club ne peut avoir une ambition de développement soudaine commercial majeure sans ce volet-là, parce que on voit bien que ça a été une demande des joueurs, ça a été une demande des partenaires qui payent les loges très cher, parce qu'ils venaient aussi au parc pour cette ambiance, et ça a été une demande en fait de l'ensemble des gens qui payent des billets pour le match, et même on n'est pas du tout dans l'ampleur de ce qu'on a au Camp Nou par exemple, mais il y a des bus de tour opérateurs asiatiques qui viennent et ils veulent aussi cette ambiance-là, donc c'est pas anodin sur la remise du trophée en juin 2016 que le parc, c'est pas du tout organisé par les ultras, il n'y a pas d'ultras dans le stade, mais que le parc spontanément se mette à chanter Liberté pour les ultras au moment où Nasser veut prendre la parole. Et ça, je peux le dire, à ce moment-là, on n'avait pas commencé à discuter avec le club sur le retour des ultras qui se faisait en octobre, donc c'est complètement spontané de la part du public. Donc c'est un point vraiment très particulier, et la seule raison pour laquelle les Qataris ont mis autant de temps à dialoguer avec les supporters, c'est parce que le ministère de l'Intérieur et certaines personnes au sein du club qui avaient des mauvais souvenirs des ultras ou des mauvaises relations avec les ultras ont menti aux Qataris pendant des années, et on a la preuve que par exemple le ministère de l'Intérieur envoyait aux Qataris des photos de fight de hooligans polonais à coups de couteau en disant ça c'est les Parisiens la semaine dernière. Donc c'est vraiment un cas particulier. Après, sur le débat plus large qui a été évoqué, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de est-ce que le nouveau propriétaire du club va respecter l'identité du club, parce que, comme ça a été dit, pour un supporter, c'est une histoire, des souvenirs, c'est une transmission patrimoniale en famille, et surtout, on ne peut pas changer de club. En tout cas, dans mon esprit, on ne peut pas changer de club.
Donc on y est forcément attaché, on sera là avant les dirigeants, enfin on était là avant les dirigeants, on sera là après. Donc il y a ce sujet, est-ce que le dirigeant va conserver ou respecter cette identité? Et là, peu importe que ce soit un fonds d'investissement, que ce soit un mécène ou que ce soit un actionnaire local, ce qui Cayazo a été critiqué parce qu'il ne vivait pas à Saint-Etienne, il ne voulait pas comprendre Saint-Etienne. Kita, il est critiqué parce qu'il a acheté le club, pas pour son club, pour son histoire, son identité, la formation, le jeu à la nantaise, mais parce qu'il voulait dans son portefeuille un club et que ça lui permet de décrocher des gros contrats au Moyen-Orient sur la simple carte de visite de « je suis président d'un club de Ligue 1 ». Et il y a des fonds d'investissement qui viennent et qui n'ont aucun intérêt pour cette identité et que c'est critiqué. Mais à l'inverse, il y a des fonds d'investissement qui comprennent l'enjeu. À Toulouse, ça s'est très bien passé. Donc, il y a vraiment ce sujet à part d'identité, et après, il y a le sujet fonds souverain en lui-même. Et là, ça pose effectivement des questions, et c'est là qu'il y a une contestation plus structurelle contre l'identité, enfin, le principe même d'un fonds souverain. Pourquoi? Parce que un fonds de pension, un fonds d'investissement, pas un fonds souverain, pardon. C'est que, a priori, ces fonds-là, ils n'ont pas des intentions ludiques ou bénévoles ou de social. Enfin, ils sont là pour faire de l'argent. Donc, ils sont là pour faire de l'argent de deux manières, soit pour cacher de l'argent, créer de la dette, pas payer d'impôts ou des montages, etc. Donc là, effectivement, ils sont prêts à perdre de l'argent dans le club, ce qui n'est pas forcément le pire scénario pour le club parce que ça maintient les finances à flot. Et en revanche, il y a ceux qui sont là juste pour faire de l'argent, mais sans rien comprendre au modèle. C'est un fiasco complet. Avec en plus des montages parfois pour pouvoir acquérir le club qui sont très dangereux. Et on l'a vu avec Gérard Lopez à Lille ou à Bordeaux. On le voit à Nancy par exemple, où ça a été une catastrophe. Et donc il y a des vraies inquiétudes là-dessus et qui parfois se retrouvent sur la question de l'identité parce que quand vous comprenez qu'en fait les clubs français attirent parce qu'il y a une très bonne formation, il y a un très bon vivier, il y a un très bon recrutement et qu'il y a des propriétaires qui viennent en disant je veux faire du trading de joueurs. Vous ne voulez pas que votre club ça devienne juste un tremplin pour 2 ans de revente de joueurs. Donc c'est assez particulier, mais on voit que ce sujet va aussi au-delà des fonds de pension, parce qu'on ne peut pas évoquer le cas de Nîmes. Rani Assaf, il a de l'argent, il n'y a pas de souci, mais il assèche le club. Je crois qu'il y a plus de 3 salariés au club à Nîmes. Ils étaient en Ligue 1, ils sont en Ligue 2, il y a plus de 3 salariés. Parce que son but, c'est de faire de l'argent, tout en étant propriétaire d'un club et sans prévaloir. Donc, c'est un sujet complexe, varié, mais qui est de plus en plus d'actualité effectivement parce que on s'éloigne des Borelli. Il n'y a plus de Borelli. On n'est plus du tout dans ce fonctionnement-là. On n'est même plus vraiment dans le fonctionnement d'un tapis ou d'un Bèze qui avait un vrai sens de compréhension du club, de dialogue. Donc on a une période un peu charnière et il faudra voir comment ça évolue. Justement, le problème de tout ce qu'on évoquait avant, la gestion des supporters et puis là, cet attachement au club, est-ce que le principal problème, c'est pas le manque de dialogue qu'il peut y avoir entre les dirigeants et les groupes de supporters? Justement, je vois par exemple avec le Nîmes Olympique, où je suis un petit peu son actualité, où il y a vraiment zéro dialogue et Rani Assaf est posté sur ses positions, il ne bougera pas tant que... et donc voilà, c'est lui qui a le dernier mot, quoi. Effectivement, à partir du moment où il y a un conflit, il y a 2 types de réactions. Il y a les clubs intelligents où ils vont réfléchir à mettre une structure de dialogue, recruter un vrai référent supporter pour faire tampon, et ça se passe bien. Il y a des clubs, Lyon, c'est une structuration incroyable du dialogue social. On pourrait se retrouver dans une situation d'une entreprise avec ses syndicats de salariés où ça se passe bien, où il y a une vraie culture du dialogue. À l'inverse, il y a des clubs où le dirigeant... soit parce que c'est un fonds de pension, ça ne l'intéresse pas de dialoguer, c'est pas dans sa logique, il ne comprend même pas l'idée de dialogue, donc il ne va même pas se donner les moyens de le faire. Et puis il y a aussi la situation du dirigeant qui est un peu mégalo dans sa crise d'ego, et il se dit mais pourquoi est-ce que je parlerai à ces abrutis? Enfin, c'est mon argent, c'est mon club, j'ai une société de ramassage de déchets, j'ai une société de publicité, et j'ai mon club, c'est pareil, c'est moi le patron, je fais ce que je veux, donc c'est aussi très particulier. Là je pense que il y a d'autres exemples évoqués, par exemple à Liverpool, je pense que c'est un club qui peut en témoigner jusqu'à l'extrême avec Bill Shankly qui était peut-être l'exemple extrême de cette vocation sociale ou de cette appartenance du club aux supporters. On a l'impression que Bill Shankly était plus obsédé parfois par satisfaire les supporters que par gagner les matchs. Oui, effectivement, avec Shankly, on est sur
évidemment une période révolue, et c'était aussi tout un autre football. Mais Liverpool, pour en parler, jusqu'à récemment avait un directeur sportif qui était un scout, quelqu'un de Liverpool, et qui du coup, même si effectivement il travaillait main dans la main avec donc, le groupe, le Fenway Sport Group, il avait quand même cet ancrage. Il se rendait notamment donc, dans les boutiques de supporters autour du stade. C'était vraiment ce côté supporter lui-même, dirigeant du club. Et ça, c'est quelque chose qui était très important. Et depuis qu'il est parti, on perd encore ça avec Liverpool. Si je parle d'un autre club anglais qui a des grosses difficultés avec ses dirigeants, c'est évidemment Manchester United, qui c'est assez rare en Angleterre pour le signaler, s'est manifesté de façon violente contre les Glazers afin de pouvoir se faire entendre avec une invasion de stade. Aujourd'hui, dans les clubs anglais, il y a encore cette volonté de créer un lien entre le supporter et les dirigeants, souvent à travers un pare-feu, donc que ce soit un directeur sportif, que ce soit des groupes de supporters. Pour Liverpool notamment, on a donc le groupe Spirit of Shankly, qui est le groupe numéro 1 de supporters qui vient d'être reconnu par le club et qui du coup va pouvoir siéger dans tout un tas d'assemblées et avoir son mot à dire donc, à travers son représentant Joe Bott, avoir son mot à dire sur pas mal de décisions concernant le club. Donc aujourd'hui, effectivement, on a peut-être cette prise de conscience de la nécessité de créer ce dialogue pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, la raison de continuer à avoir une atmosphère pérenne dans le stade, à continuer à avoir de l'ambiance, à faire que les supporters soient heureux afin de pouvoir toujours vendre une image. Et pour Liverpool, aujourd'hui les résultats sont là, mais pendant toute la période qui a été la période autour de 2010 jusqu'à 2017-2018, l'ambiance d'Anfield, il n'y avait plus que ça, parce que le football n'était pas là, il y avait beaucoup de difficultés à tous les niveaux, et c'était extrêmement important, et je pense que c'est le moment où le club s'est rendu compte que continuer à capitaliser sur l'imaginaire de l'ambiance d'Anfield légendaire qu'elle a pu être avant, qu'elle est beaucoup moins aujourd'hui, c'était extrêmement important, et ça passe par un dialogue avec les supporters. Des questions peut-être Des questions. On va passer aux questions. Oui, qu'on profite pour discuter. Du coup, j'ai une première question sur au moment où il y a les, par rapport aux propriétaires, etc., au moment où il y a les rachats, les prises de part dans les clubs, etc., est-ce que dans ce contrôle de la DNCG, qui valide tous les rachats, etc., il y a est-ce que c'est pris en compte le fait que le projet que veut donner l'actionnaire au club, et parce qu'on voit que par exemple, il y a, si on prend l'exemple, on a parlé beaucoup d'Angleterre, mais en Espagne, le club appartient carrément aux socios. On voit que quand on prend vraiment en compte le projet des supporters, forcément, on évite déjà ce problème de tension entre les dirigeants et les supporters. Donc, est-ce qu'ils prennent ça en compte? Je crois que c'est purement comptable et qu'ils veulent juste s'assurer que l'actionnaire apporte suffisamment, mais je suis vraiment pas dans le secret des dieux de la comptabilité des clubs. De toute manière, d'une manière générale, alors certes la Ligue a fait des progrès de ce que vous disiez tout à l'heure, mais d'une manière générale, je pense que la Ligue et la Fédé, c'est pas vraiment leur préoccupation, le public, les supporters, non, c'est pas leur préoccupation première. La meilleure preuve, et ça explique en partie pourquoi ces mêmes institutions rament beaucoup pour établir un dialogue, c'est que, en gros, elles-mêmes ont donné le mauvais exemple et donnent le mauvais exemple depuis des années, avec les horaires de matchs. Moi, je me mets à la place, moi j'ai la chance d'être à Paris, d'avoir les horaires à peu près aménagés. Les supporters de Ligue 2 qui, à une époque, se retrouvaient à avoir des matchs le lundi soir ou des trucs comme ça. Ou des matchs de Coupe de France un mercredi après-midi à 14h. Et on se moque de qui? Non, mais franchement, ça, c'est du mépris total. Et ce qui veut dire qu'une fois que vous avez des incidents, qui vous êtes pour venir essayer de donner des leçons ou critiquer les supporters? Vous les avez installés dans une forme de mépris. Et ça a été le cas pendant des années. D'où parfois les difficultés à rétablir, ou à établir plutôt un dialogue. Juste sur ce point, il y a eu une bascule assez forte quand les modèles économiques des clubs ont basculé de la billetterie vers les droits télé. À partir du moment où on vide davantage les droits télé que de la billetterie, jusqu'à l'extrême, on a inversé un peu toute cette logique
alors que même à l'origine, les clubs ne voulaient pas que les télés filment les matchs parce qu'ils avaient peur que ça vide les stades. Donc on voit bien que tout a changé à ce moment-là. Bonsoir. Parlons beaucoup tout à l'heure de l'approche philosophique de qui appartient du club. En effet, il y a de nouveaux aspects justement qui se développent, je pense notamment au système amateur ou au SASCA, où les systèmes de société coopérative avec les supporters sont vraiment impliqués dans le développement du club. Est-ce qu'on a des retours d'expérience sur ces modèles-là? Est-ce que vous pensez que c'est des systèmes qui peuvent être viables? En France, on n'a pas beaucoup de retours. On a vu quand des clubs sont tombés très bas, comme Grenoble ou Strasbourg, il a fallu des supporters pour que le club remonte. Mais il fallait des investisseurs et le système de sociaux, ça n'a jamais vraiment pris. Mais il y a des projets. Il y en a à Paris, il y en a à Nancy, il y a Bastia, effectivement. Il y a le projet de rachat du FC Nantes, porté notamment par Michael Landreau. Il fonctionne un peu sur ce système-là, où créer une société où on mélange à chaque fois, enfin en même temps, des investisseurs locaux, un très gros actionnaire et des supporters, mais on n'a pas beaucoup de recul. En revanche, à l'échelle européenne, il y a quelques clubs, mais qui font des choses absolument exceptionnelles, mais ce n'est pas des clubs qui ont aujourd'hui la capacité de remonter en Ligue 2 ou en Ligue 1 dans leur championnat respectif, mais il y en a en Irlande, il y en a en Espagne. Je me demande si en Angleterre, ils ne l'ont pas fait à Portsmouth. Il y en a aussi en République tchèque, il y a des tentatives. C'est des clubs qui souvent sont bien gérés, mais qui n'ont pas forcément l'ambition de revenir à des niveaux un peu stratosphériques aujourd'hui, où il faut pouvoir d'entrée faire un mercato à plusieurs millions. Mais oui, il y a l'association européenne SD Europe qui conseille activement, qui mutualise les efforts de tous ces groupes de supporters qui rachètent des clubs. Bonsoir. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur la bascule entre le droit TV et les revenus. On a vu pendant le Covid que justement, le fait qu'il y avait plus de supporters de la table, il y avait plus de revenus de prix de match pour l'ensemble français. Est-ce que ça va plus aussi amener une forme de reconsidération pour les supporters, du fait que l'instant, ça va arrêter la trésorerie fortement le fait que le jour de match. Je pense que s'il n'y avait pas eu le fiasco Mediapro, ça aurait été la conclusion. Mais comme il y a eu le fiasco Mediapro qui a aussi privé les clubs des recettes télé qu'ils attendaient, et il y a beaucoup de clubs qui avaient tablé sur ces chiffres-là. On a surtout parlé de ça, et je pense que dans beaucoup de clubs, ceux qui auraient pu avoir un peu de lucidité ou s'ouvrir à ce sujet-là, sont restés complètement verrouillés sur le sujet de « bah non, mais c'est à cause de Mediapro ». Donc je ne suis pas convaincu. En revanche, ce qu'on a vu dans certains clubs, c'est que humainement, il y a des dirigeants qui ont compris que ça leur manquait. Enfin, passer un an avec leur stade vide, ils avaient besoin de retrouver un peu de vie dans le stade, et ça a pu rapprocher un peu dans certains clubs au niveau du dialogue. Ce que je trouve assez admirable, c'est quand on regarde les histoires de clubs qui ont des très grosses difficultés, qui sont relégués pour des raisons financières notamment, ça génère à chaque fois, la plupart du temps, moi je leur souhaite des histoires de renaissance absolument dingues. Bon, quelque part, Toulouse l'an dernier qui finit avec un stade plein à tous les matchs avec des tarifs particuliers qu'il faut souligner. Strasbourg qui a vécu ça il y a quelques années, repartir au 36e dessous et remonter avec un public. Là, le public dans ces cas-là joue un rôle essentiel. Et les dirigeants assez intelligents pour le comprendre, et je pense que ça a été le cas à Strasbourg avec Marc Keller notamment, mais ils ont compris que c'était toute l'image du club, non seulement la dynamique du club qui se jouait là, et résultat, Strasbourg s'est plaint à chaque match et il s'est cité en exemple. C'est pas un hasard. On a eu d'autres exemples en Écosse avec les Rangers qui sont partis alors là, dans les tréfonds des championnats écossais avec 45 000 personnes à Ibrox en 6e division. Les clubs renaissent par les supporters et les dirigeants qui arrivent à comprendre que cette dynamique-là, c'est même essentiel du point de vue commercial, je pense qu'ils ont tout gagné. Bonsoir. Déjà, je vais commencer par Vincent Fayot, et je remercie Pierre qui, pour le temps qu'il prend à expliquer énormément de choses sur Twitter et à répondre à
à des gens comme moi qui me posent des questions. Donc c'est vraiment sympa et c'est tout le côté positif des réseaux sociaux. Voilà, donc merci. Dans ce que vous avez dit, il y a un autre exemple qui date d'il y a quelques mois, un peu moins d'un an, qui est le club de Marseille avec les incidents qu'il y a eu à la commanderie. Et en tant que supporter du club, sans ni justifier ni excuser la violence, les conséquences aujourd'hui sont à peu près à 99,99% positives. C'est passé ce jour-là. Et c'est vrai que moi j'ai cette image du Kidal Circus des supporters nantais avec la sono au stade de côté du terrain d'entraînement, où il y avait la musique de cirque, je pense que c'était un an ou 2 ans. Voilà, il y a ce côté bon enfant, on voit. Pour eux, on a changé, et à l'OL, il y a eu cet incident-là, il y a des supporters qui condamnent. Voilà, on voit que les choses ont changé. On a eu la chance de tomber sur un président, on ne sait pas d'où il est sorti, mais vraiment on a eu la chance de tomber sur lui. Mais c'est vrai que la seconde exemple, et ma question par contre porte sur qui avait la cible, et ouais, qui avait la cible de 3 incidents majeurs. Ça a commencé par Roger, je ne sais plus si c'est en Gien ou en Gino cette saison, et pour moi c'est le moment où la Ligue s'est ratée. En ne condamnant pas tout de suite Montpellier. Marseille avait gagné le match, donc 10 jours après, ils pouvaient condamner Montpellier à une défaite 3-0 sur Populaire. Ça aurait envoyé un message fort, et en ne faisant rien, parce que je crois que c'est juste une suspension, une fermeture de la tribune pendant un ou deux matchs, voilà. Ils se sont dit, voilà, ils ont mis dans l'engrenage, après c'est passé ce qui s'est passé. Et on a dû communiquer sur les réseaux sociaux. On a parlé à Macron, quand Macron est venu il y a quelques mois au stade de l'Euro, on en a parlé ensemble. Peut-être on a encore parlé en faisant son appel sur les supporters et le besoin ensemble de faire avancer les choses. Il en a encore parlé au Conseil des esprits, et on a l'impression que c'est une ville absolue, mais il n'y a rien derrière. Il y a des présidents qui changent les choses. Moi j'ai en tête, je suis un peu vieux, mais j'ai en tête cette phrase de Nicolin qui, en parlant d'incident de Luc, le père d'un fils, qui a dit qu'il y a des cours en parlant de ses propres supporters, ces cours on va s'en occuper. Cette année, aux incidents de Lens, la présidence de Lens a pris une mesure très forte contre ses supporters. Voilà. Et d'un autre côté, on a les propos de Ribert le soir et même quelques jours après, le soir de l'Israël, les propos de Jean-Michel Holland après le réunion. Voilà, ma question c'est pourquoi les directions sportives de l'ensemble des clubs ne prennent pas plus d'action dans ce sens, surtout quand un joueur est important, donc c'est pas un joueur de lien, voilà, pourquoi il n'y a pas un mouvement des présidents des clubs, des directions sportives? Déjà, je pense qu'il y a eu un phénomène très particulier en début de saison, c'est que les jets de projectiles, il y en a à tous les matchs, on l'a toujours connu, et pour la première fois, sur 3 matchs de suite, il y a des mecs qui ont réussi à toucher leur cible. Et vraiment, c'est ça qui a fait la différence. C'est-à-dire que tant qu'ils ne touchaient pas leur cible, ça n'émouvait personne, ça continuait, et donc en fait, on l'a toléré pendant tellement de temps parce que les gens ne savaient pas viser, que c'est devenu un problème à partir du moment où ils ont su viser. Donc c'est une des premières explications, c'est-à-dire que ils savent qu'ils ont tous été face à un phénomène qu'ils ont longtemps toléré et ils n'ont jamais constaté. Un tifo avec pyro où il n'y a aucun incident, ça a toujours été considéré plus grave que des jets de projectiles où, je me souviens surtout des PSG-OM, que ce soit au parc ou au Vélodrome, au poteau de corner à la fin du match, il y avait de quoi remplir un camion de ferraille pour des batteries, des piles, des billes, c'était des fléchettes, et on n'a jamais rien dit. On a laissé faire, on mettait 3 CRS avec des boucliers et on considérait que c'était pas un problème. Donc je pense que déjà quand ils ont commencé à dire qu'à partir du moment où on porte atteinte à l'intégrité d'un joueur ou de l'arbitre, on arrête le match, au moins temporairement, ils ont déjà fait un énorme premier pas. Moi je suis beaucoup plus sceptique sur le coup de donner match perdu sur tapis vert, parce que je pense pas qu'on doive pénaliser un club, des salariés, des joueurs, tout un public pour le comportement de quelques personnes. Typiquement, je pense que Nice, ça peut leur coûter la Coupe d'Europe, ce point. Il y a des clubs que ça peut reléguer en fin de saison pour un point. Une relégation, ça peut être 50 ou 60 licenciements dans les salariés de club. Donc, moi, je suis beaucoup plus réservé sur ces mesures-là. En revanche, là où j'attends beaucoup plus, c'est sur les mesures individuelles. Et en fait, à partir du moment où on a inventé ces huis clos et toutes ces mesures un peu collectives,
ça exonère après tout le monde du travail d'identification individuelle des fauteurs de troubles. Oui, on a pris une mesure, regardez, on a fermé le stade pendant 4 matchs, on leur a mis un point de retrait avec sursis, donc on a fait le travail. Bah non, t'as pas fait le travail parce que le mec qui a fait ça, il va revenir, il va recommencer, il va se dire que de toute façon c'est pas lui qu'on va venir chercher. Côté police et justice, ils disent bon bah voilà, il y a eu un huis clos, donc on va pas se faire chier, regarder 700 heures de bande vidéo pour identifier le mec et aller le chercher et le condamner, on a déjà suffisamment de travail. Et puis après tout, on n'a pas le temps de traiter tous les viols, les plaintes de femmes battues, etc. Et on les comprend, hein. On n'a pas les moyens de traiter toutes les sujets graves. Alors un mec qui a balancé une bouteille d'eau, donc on est donc vraiment dans cette logique-là où on a abandonné le seul truc efficace, les mesures individuelles, parce qu'on a créé ces mesures collectives et on voit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc aujourd'hui il faut donner les moyens à la justice et à la police d'interpeller individuellement et d'identifier. Il faut donner les moyens aux clubs aussi, il faut aussi que les clubs se donnent les moyens de le faire. Mais il y a un vrai sujet, c'est-à-dire tant qu'on reste dans la mesure collective, on ne passera jamais à la seule mesure efficace. Je voudrais revenir sur un point, on a beaucoup prononcé le mot dialogue tout à l'heure, le dialogue nécessaire entre les supporters, les dirigeants, les instances du foot. Tout cela c'est très bien, c'est nécessaire, mais je pense que dans bien des cas, dans certains clubs, ce dialogue s'instaure dans un contexte, j'allais dire, assez malsain. L'équipe a fait un très bon dossier récemment sur la question, je pense qu'il faut employer le terme de peur. C'est-à-dire que si les dirigeants dialoguent avec les supporters parce qu'ils ont la trouille, parce qu'ils sont sous la menace, parce qu'ils sont sous pression, ça ne peut pas donner quelque chose de bon. Quand on voit ce qui s'est passé à Saint-Etienne, les menaces de mort, ainsi de suite, où il y a d'autres clubs où on sent très bien que si on ne veut pas froisser certains groupes de supporters, c'est parce qu'on a la trouille, parfois justifiée, hein, parce qu'il y a des exemples concrets. Je pense que c'est bon ni pour les clubs, ni pour les supporters eux-mêmes. Ça, c'est un contexte dont il faut tenir compte, parce que c'est vrai, surtout dans ce genre de débat, à juste titre, on a tendance un peu à prendre le parti des supporters d'une certaine manière. Maintenant, tout n'est pas forcément le monde de oui, hein. On est aussi parfois dans des situations compliquées à gérer. Dialogue, oui, mais quand c'est dans certaines conditions, il y a des limites. Et c'est pour ça qu'il faut des mesures individuelles et pas de mesures collectives, parce que les mesures collectives, ça donne du poids pour faire peur au club, parce qu'on dit, bah voilà, on arrête le match quand on veut, ou on pose problème. Et un autre, juste pour préciser sur le débat qui a été évoqué avant, moi je trouve qu'il y a une pression positive et une pression malsaine. La pression malsaine, c'est celle qui a été évoquée par Philippe Roussard. En revanche, moi je trouve qu'il y a une pression positive, mais ça c'est un avis personnel, mais on a beaucoup reproché aux supporters de Saint-Etienne de s'être opposés au transfert d'Anthony Mounier au club en disant que c'est un Lyonnais, il n'a pas venir au club. Il y a beaucoup de journalistes qui ont dit c'est honteux, les supporters doivent supporter, c'est pas eux qui doivent faire la politique sportive. Et moi je considère que c'est aux supporters de défendre l'identité du club et de mettre la pression en disant que ce recrutement n'a pas lieu d'être. Et c'est un vrai sujet sur, pour moi, ce qui est la limite entre la pression un peu légitime et saine des supporters et la pression malsaine qui peut virer parfois même jusqu'à du business, hein, parce que quand il y a des tractations sur qui va récupérer des points de vente de billets ou de matériel dans le stade, ça devient complètement extra sportif.
Vous faites référence à Lyon, je ne sais pas précisément dans quelle mesure l'équipe dirigeante lyonnaise n'a pas un peu peur de la réaction des parties du public. Et ça que je pensais tout à l'heure à d'autres exemples, parce que parfois on est dans une forme de complaisance ou de silence qui interroge. C'est moins compliqué. Donc c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. La marche des manœuvres, moi j'ai été dirigeant, je pense que je ne le serai jamais, je n'ai pas forcément de leçon à donner parce que c'est pas évident non plus. Vous êtes à la fois chef d'entreprise, responsable d'une passion dont on parlait tout à l'heure, et surtout confronté avec les supporters à une contradiction majeure. C'est que d'un côté les supporters disent nous on est l'identité, on veut rester, on veut respecter, on veut avoir des joueurs locaux, ainsi de suite. Et puis de l'autre côté, tout ça, il faut quand même un peu de sous, oui, on ne va pas tomber dans le business. Enfin bref, le métier de supporter apporte son lot de contradictions, et pour être un dirigeant en face, ça doit être assez compliqué parfois. N'empêche, on en revient quand même à la notion de dialogue. Je pense que tout l'enjeu pour les dirigeants est d'identifier face à eux les gens responsables, représentatifs, qui ont une autorité en interne, et d'essayer de, quelque part, de trouver les axes de dialogue, ce qui a pu se faire à Paris ou ailleurs, parce qu'il y a aussi dans les groupes de supporters des gens qui émergent, qui ont une compétence particulière, d'autres avec lesquels ça passe bien et qui sont assez vite éjectés. Il y a un turnover aussi dans les hiérarchies, notamment des groupes ultra, et l'enjeu est aussi là. Il faut qu'il y ait des gens à la tête de ces associations, parce que ce sont des associations, qui aient la capacité de discuter, de dialoguer, de sanctionner s'il faut. Donc il y a aussi une énorme part de responsabilité des supporters eux-mêmes qui, d'un côté, veulent représenter l'identité, veulent avoir une forme d'autonomie, et c'est normal parce que, pour revenir aux ultras, c'est dans la nature même de l'ultra d'être indépendant. Mais il faut aussi se donner les moyens d'être indépendant et avoir la carrure pour tenir des groupes comme ça. Franchement, moi je suis assez admiratif parfois. Il y en a qui les tiennent bien, d'autres moins. Et sur le point précis qui a été évoqué, je pense que par exemple pour Lyon ou Nice, il faut distinguer le discours tout de suite à chaud, après le match, pendant le match ou le lendemain, et les mesures qui ont été prises après. Et je sais qu'à Lyon et à Nice, il y a eu des interdictions qui ont été prises contre des supporters, notamment par le club. Mais ces interdictions, elles sont un peu réduites. C'est-à-dire qu'encore une fois, on en revient, il faut que ce soit la justice qui fasse son travail, qui identifie et qui prenne des sanctions pénales avec des interdictions judiciaires de stade. Parce que les interdictions qu'on appelle commerciales prises par le club, en fait, c'est la seule compétence du club et c'est pas une interdiction de stade. C'est-à-dire que c'est un droit pour le club de ne pas revendre de billets ou d'abonnements à un supporter pendant une durée maximale de 18 mois. Et dans les faits, il n'y a pas de pointage pour le supporter, il n'y a pas de contrôle, et si le supporter il prend le billet d'un copain, ou si le billet il achète un billet avec un faux nom, bah, le club ne peut pas faire grand chose, parce que sauf à le reconnaître au moment où il rentre dans le stade, le club ne peut pas vraiment l'empêcher. Et je ne vais pas donner de nom, mais il y a des clubs où je sais, il y a la moitié des acteurs d'Hollywood qui ont des abonnements en virage. Donc, et le club dit rien, c'est-à-dire que ça ne le dérange pas d'avoir Cary Grant comme abonné dans son virage. Dernière question. Oui, bonsoir. On vient de parler tout à l'heure effectivement du centre de la volonté des communautaires. Est-ce qu'on pourrait imaginer des systèmes de bastia, de coopération entre les locaux, les supporters, les investisseurs financiers? Il y a des réseaux sociaux. En Allemagne, il y a 50+1 qui a été légiféré. Est-ce qu'on pourrait penser en France de légiférer le dialogue entre les supporters et les clubs en instaurant une représentativité officielle au sein de la gouvernance des clubs des supporters? Est-ce que ça pourrait être un sujet porté par l'INS, par exemple, pour le légiférer comme les gouvernants supporters ont été légiférés? Et finalement, sans doute, question, et juste un petit aparté, le Paris Saint-Germain, on en a beaucoup parlé, parce que on voit un exemple, parce que tout le monde connaît la situation, qui part d'une page blanche en 2010, qui a permis l'arrivée des Qataris, et les Qataris ont été venus au club, et pour l'image qu'on vous avait dit, donc on ne peut absolument pas parler des fonds à dialogue entre Paris Saint-Germain et ses supporters. Ça, c'est un parcours direct.
C'est une question très complexe. Je crois qu'il n'y a pas de modèle transposable en France. Et il y a cette particularité en France que les seuls vrais groupes de supporters vraiment audibles, souvent c'est les groupes ultras. Il n'y a pas de très grosses associations de supporters comme on a à l'étranger. Et les ultras, dans leur volonté d'indépendance évoquée par Philippe Brossard, il y a celle de ne pas être comptable des décisions du club. Ils ne veulent pas forcément être dans les instances. Ils ne veulent pas de siège dans les... Enfin, pour la plupart des groupes, ils ne veulent pas de siège, etc. C'est compliqué en France parce que c'est une demande de supporters, notamment ceux qui sont dans les associations sociales, mais c'est pas forcément une demande structurelle des tribunes. Et puis c'est pas forcément la culture aussi. Il faut voir qu'en France, le sport c'est une délégation de service public de l'État à la Fédé et puis à la Ligue. Donc il y a une vision très administrativiste un peu de tout ça. Il n'y a qu'à voir, c'est souvent des énarques qui ont prédisé la Ligue plus que des businessmen. Et même dans les clubs, les gens qui viennent... Enfin, j'ai l'impression, je suis pas sûr que le terrain soit mûr, donc une loi, je pense que déjà elle aurait du mal à passer et je vois pas trop comment elle pourrait être appliquée ou mise en œuvre. Donc, pour moi, il faudrait effectivement que l'INS soit saisi, peut-être. Enfin, c'est un bon sujet. Il pourrait y avoir des discussions. Peut-être qu'on pourrait commencer d'ailleurs par du basket ou du hand ou d'autres clubs, où là où il n'y a pas forcément de groupe ultra, mais des groupes de supporters très impliqués et qui sont très importants à l'échelle du club et du territoire. Mais en tout cas, c'est un chantier qui se doit d'être ouvert et qui est plus que légitime. Il y a des succès à l'étranger. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, l'ensemble des acteurs, même s'il y a même beaucoup d'acteurs qui sont vraiment mûrs ou intéressés par ce point à ce moment-ci, mais c'est dur à dire. Ça fait une très bonne transition avec le thème 3 qui est d'aborder les supporters à l'étranger. Est-ce que à l'étranger, les clubs, les forces de l'ordre, etc., sont confrontés au même problème qu'en France? Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est moins moins important? Bon, je vais parler uniquement d'Angleterre, évidemment. La gestion des supporters en Angleterre elle a été très très différente vis-à-vis de leur gestion du hooliganisme. Comme ça a été évoqué tout à l'heure, le fait que les places soient devenues très très chères fait qu'aujourd'hui le public qui se masse dans les stades n'est plus celui qui avait en tout cas à Liverpool dans les années 70-80. Ça n'a plus rien à voir. Donc aujourd'hui, la gestion dans les stades, elle n'est pas compliquée. Il y a un dialogue de l'association des supporters Spirit of Shankly qui est aussi assez importante. Mais aujourd'hui, Liverpool, pour ne parler que d'eux, il y a aussi peu de friction. C'est aussi dans leurs déplacements, plutôt parler du coup des déplacements européens. Les clubs emmènent leurs propres stewards. Donc pour être allé à Belgrade, pour être allé à Naples, pour être allé dans des endroits où c'était parfois hostile aux supporters anglais pour beaucoup de raisons. Le fait que ce soit des stewards anglais qui du début à la fin accueillent les supporters de Liverpool de leur arrivée au départ, ça a aidé beaucoup à faire redescendre les tensions. On n'avait pas de moment, ou alors avant, mais en tout cas pas au moment du match, pas de confrontation directe entre des acteurs locaux, que ce soit la police serbe, que ce soit la police italienne, et les supporters de Liverpool. Et si jamais ça devait arriver, il y avait toujours un steward qui avait la possibilité, connaissant évidemment très bien les us et coutumes de Liverpool, de faire redescendre la pression pour éviter ce genre de problème. C'est peut-être quelque chose qui est intéressant, c'est de voir que le club gère sa propre sécurité de façon générale, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a moins de soucis. Après, le football anglais, c'est pas du tout sur le même modèle que le football français. Il n'y a pas d'ultra à Liverpool, il n'y a pas d'ultra dans les grands clubs. Il y a des groupes de supporters. Il peut y avoir encore des groupes, mais qui sont pour le coup en dehors des stades. C'est une vision du football qui est très très différente. Et du coup, c'est plus simple effectivement de légiférer et de le gérer. Mais aussi, à contrario, c'est vrai que les supporters de Liverpool ont peut-être moins de prise sur leurs dirigeants et sur la gestion du club que des clubs qui peuvent avoir des ultras et qui, on en parlait tout à l'heure, de pression, qu'elle soit positive ou négative, d'avoir cette possibilité de vraiment créer, d'avoir un impact sur les choix du club, et c'est aussi dommageable pour les supporters et pour l'identité du club en général. Est-ce qu'il y a un pays où la situation se rapproche le plus de la France? Peut-être l'Italie ou... L'Italie a connu une très grande période ultra, et je pense qu'elle est très nettement en perte de vitesse, comme le football d'une manière générale, qui intéresse de moins en moins les jeunes. Il suffit de regarder les images du foot italien le week-end, il y a bien des stades qui sont en partie vides. Donc non, je ne pense pas que
le cas français est assez particulier d'une certaine manière. Après, il y a des clubs, y compris français, qui organisent des déplacements avec leur steward. Ça s'est nettement développé. L'avantage de l'Angleterre aussi par rapport aux histoires de déplacement, c'est qu'il y a une tradition de déplacement des supporters anglais à l'intérieur et à l'extérieur qui est énorme, qu'on n'aura jamais. On est dans des proportions hallucinantes, y compris pour des petits clubs. Donc il y a tout ce savoir-faire, cette tradition, y compris les transports britanniques sont adaptés pour ça. Le métro de Londres accueille chaque week-end 200 000 personnes qui transitent par ces couloirs pour aller dans les stades des 4 ou 5 premières divisions, enfin les 5 divisions professionnelles. Donc voilà, on est dans un cas de figure totalement différent et une histoire aussi différente qui est celle que la plupart d'entre vous, certains d'entre vous n'ont pas forcément connue, qui est celle du hooliganisme. Il faut mesurer à quel point ça a marqué et imprimé l'Angleterre. Et c'est pour ça que ce qui s'est passé l'autre jour au Stade de France a fait ressurgir chez beaucoup de gens en Angleterre et à Liverpool en particulier des souvenirs terribles. Et ça a décuplé encore l'effet désastreux de cette soirée à Saint-Denis. Là, on a beaucoup parlé du foot, enfin, essentiellement du foot. On a une Coupe du Monde de rugby qui arrive dans un an, des Jeux Olympiques qui arrivent dans 2. Est-ce qu'on peut s'attendre à un échec dans la gestion de l'accueil des supporters dans ces sports-là aussi, ou c'est vraiment réservé au foot, quoi? Non, parce qu'on n'est pas du tout avec les mêmes publics, on n'est pas avec la même configuration. J'ai du mal à imaginer 70 000 personnes qui arrivent au Stade de France pour la finale du 100 mètres en athlétisme, avec 60 000 personnes qui ont bu entre 3 et 5 litres de bière dans la journée. Donc on n'est pas avec le même public. Pour reprendre un mot à la mode ici, on est plus dans un public un peu footix quelque part. C'est pas négatif forcément dans la bouche, ça veut dire que bon, voilà, c'est autre chose, c'est des gens qui arrivent du monde entier, c'est un public de touristes. Je pense que ça sera méga organisé en amont, d'autant plus avec ce qui s'est passé. On n'est pas du tout dans la même configuration. Quant au rugby, c'est pareil. Le rugby, on n'est pas. Les gens sont capables d'avoir 3 ou 5 litres de bière, hein, c'est autre chose. Mais on n'est pas dans le même profil de spectateurs. Au rugby, donc le foot est quand même un cas particulier. Oui, je pense effectivement qu'on n'aura pas ces problématiques-là. Comme l'a dit M. Bonsard, on a Liverpool a un petit peu essuyé les plâtres quelque part. Avec ce qui vient de se passer, on va avoir donc des supporters qui vont aussi pouvoir venir dans de meilleures conditions parce qu'on ne voudra pas effectivement que ce soit un échec. Néanmoins, je pense que c'est important de garder en tête que les gestions de flux, ce sera toujours un problème. Les supporters, pour des événements comme le rugby, il y a quand même beaucoup de gens qui se déplacent et les supporters de rugby ne seront pas plus calmes ou moins calmes que les supporters de Liverpool et peuvent quand même être confrontés à cette problématique. Donc il y aura effectivement, on ne peut pas s'attendre à avoir quelque chose de similaire. Néanmoins, il est certain que là, il faut qu'il y ait une remise en question qui soit faite à ce niveau-là sur la gestion des flux et notamment des flux de supporters, tous sports confondus. Et puis un point fondamental, c'est que les dispositifs policiers ne seront pas pensés contre les supporters, mais pour la gestion des supporters, pour leur protection, leur bonne circulation. Donc ça change tout. Il n'y aura pas 18 points de préfiltrage, il n'y aura pas des contrôles à l'extrême parce qu'on ne va pas craindre une invasion de hooligans. Et juste pour revenir sur le débat initial, je pense qu'il faut bien comprendre que ce qui est très important en Allemagne et en Angleterre, surtout, parce que je mets de côté l'Espagne où il n'y a pas vraiment cette culture de déplacement ou d'ultra, et je mets de côté l'échec italien ou portugais avec ces cartes des supporters là, qui ont été une catastrophe, qui ont vidé les stades et ont d'ailleurs été abandonnés très vite au Portugal. Mais en Angleterre et en Allemagne, ils acceptent la notion de risque. Ils acceptent qu'il puisse se passer quelque chose. En France, on veut du risque zéro. On considère que s'il se passe la moindre chose, c'est un échec complet, c'est une catastrophe, c'est des hordes de supporters ingérables. Et donc c'est pour ça qu'on est dans ces fonctionnements d'interdiction de déplacement. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas que quand on déplace des dizaines de milliers de personnes dans un stade, avec de la passion, avec des contextes parfois compliqués, il peut y avoir des incidents. Et il faut l'accepter, c'est comme ça. On l'accepte pour des manifestations. Jamais on interdirait toutes les manifestations, parce que dans les manifestations, juste avant, il y a des Black Blocs ou d'autres personnes qui ont causé des incidents. Il faut l'accepter, ça fait partie de l'exercice des libertés fondamentales. Et juste deuxième point, ils ont compris aussi que c'était des sanctions individuelles et pas collectives. Vous ne voyez jamais de huis clos dans ces pays-là, vous ne voyez jamais interdiction de déplacement.
En revanche, en France, actuellement, il y a 90 interdits de stade, il y en a 6 000 en Angleterre, il y en a 8 000 en Allemagne. Donc voilà, quand on évacue 6 000 ou 8 000 personnes à risque des stades, c'est pas la même chose que quand on ferme des tribunes, mais qu'on laisse les personnes revenir au match qui suit. Est-ce qu'on a le temps pour passer à une petite question dernière ou une question rapidement pour conclure, si quelqu'un en a une. La commission sénatoriale aujourd'hui sur les événements de France qui avaient lieu, et on a appris que les noms de supporters de l'Europe ne sont pas entendus dans cette commission. Est-ce que je peux avoir un avis sur cette question et de manière générale, est-ce qu'il y a pas un espèce de bon footisme, notamment des instances de gens très hautes, je ne parle pas forcément du gouvernement-là, mais des gouvernements en général, sur cette question-là, sur le dialogue vis-à-vis du gouvernement français vis-à-vis de Liverpool, c'est ça. Ouais. Donc effectivement, ce qui est très dommageable, et on l'a survolé, on a un petit peu parlé, ça a été la gestion horrible de l'après, c'est-à-dire tout de suite mettre que ce soit mis sur le dos des supporters de Liverpool, et on voit arriver petit à petit des excuses qui arrivent un petit peu en demi-teinte, des excuses sur des points très précis. Au début, le soir même du match, la préfecture de police tweet qu'il n'y a eu aucun débordement autour des fan zones et on est en train de limiter totalement ce qui a pu se passer. Et s'il n'y avait pas eu, donc je sais que ici dans la salle, il y a une personne qui était au Stade de France contre Liverpool, s'il n'y avait pas eu des gens comme ça qui avaient pu filmer, si on n'avait pas eu autant de matériel vidéo, donc d'ailleurs les enregistrements n'ont pas été demandés par la justice, je ne voudrais pas me positionner ce côté légal de tout ça, c'est pas du tout mon registre. Mais aujourd'hui, c'est grâce à ces supporters qui ont du coup pu témoigner, notamment Liverpool, la France a envoyé à Liverpool des policiers pour récolter toutes les plaintes. Et donc en tant que fondateur de supporters, on a eu l'occasion de beaucoup parler via les réseaux sociaux avec ces supporters. Ces gens sont dévastés. Ces gens se sont tout fait voler, des gens qui ont vécu le Heysel, qui ont vécu Hillsborough et qui du coup se retrouvent dans cette situation et disent je ne veux plus jamais aller au stade pour des gens de 60-65 ans, c'est absolument terrifiant. Et si aujourd'hui, peut-être que la France ne prend pas totalement la mesure de l'importance de cette problématique-là, à Liverpool, ce n'est pas oublié, et de nombreux acteurs politiques locaux, notamment donc, au niveau de la mairie de Liverpool, continuent à essayer de faire avancer les choses. Les clubs du Real Madrid et de Liverpool ont ouvert sur leur site la possibilité donc, de faire une plainte en ligne, de raconter ce qui s'est passé, et il est sûr que si les clubs ont mis en place tant de sites, du site internet, en tout cas tous ces moyens mis en place afin que les supporters puissent le dire. Clairement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a derrière des volontés d'aller plus loin que simplement s'insurger, et on peut s'attendre, je pense, encore à ce que le gouvernement français ait à s'expliquer sur ce qui s'est passé. Oui, pour étendre un peu le sujet, effectivement, je pense qu'en France, le gros problème, c'est que le dialogue, il n'est pas culturel avec les supporters. C'est pas forcément considéré comme une partie prenante légitime ou nécessaire dans le débat. Et donc en fait, on est dans une situation où c'est extrêmement dépendant de la personne. À la Ligue, le dialogue est excellent parce que Nathalie Beaude-Latour a considéré qu'il fallait dialoguer et elle l'a instauré. Et après, il y a des personnes au sein de la Ligue qui ont considéré qui trouvent que c'est bien et donc qui l'entretiennent. Mais si ces personnes partent, c'est possible que ce dialogue s'arrête. Et c'est pareil avec l'instance nationale du supporterisme, il faut une volonté politique derrière. Quand Roxana Maracineanu est arrivée, elle n'était pas du tout une femme politique, elle a trouvé ça génial, oh oui, je vais venir voir des matchs avec vous, on va faire des déplacements à l'étranger, faut que je craque des fumigènes, etc. Et puis au bout d'un moment, elle est devenue politicienne et elle a considéré que que le sujet des supporters lui prenait du temps, mais que ce n'était pas du tout électoralement utile ou intéressant. Et elle a enterré cet outil. Donc malheureusement, comme on n'a pas de fondation solide, on est extrêmement dépendant des personnes. Et c'est pour ça que ça reste très fragile. Et c'est pour ça aussi qu'ils peuvent se permettre de faire une commission parlementaire sur ces incidents. Une commission, oui, je ne sais même pas quel est le statut exact, mais
sans interviewer les supporters et sans personne ne trouve ça normal ou ne s'en émeuve. Et on voit d'ailleurs bien que c'est un pur outil politique, c'est pas un outil pour prévoir la suite, organiser la suite, parce qu'il y a le deuxième tour des élections dimanche, et qu'est-ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui? Que la fin des auditions serait la fin de la semaine. Et qu'il n'y aurait pas forcément de suite, qu'il n'y aurait pas forcément de rapport rédigé, rien. Donc en fait, c'était juste pour utiliser ça dans un contexte électoral. Et ça sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir Donc voilà, il y aura d'autres conférences qui vont être organisées dans l'année qui vient et dans les années qui viennent encore. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse et si vous voulez avoir des places en avance, parce que là l'amphi n'est pas plein, mais il va pas tarder à être dans les prochaines, j'espère qu'il va déborder. Si vous voulez avoir des places en avance, n'hésitez pas à adhérer à notre association. Rendez-vous sur Twitter, sur notre Instagram, Échange en Tribune, liker, partager, etc. pour faire grandir le truc. Et puis pour ceux qui veulent, on va boire et manger au Bombardier juste à côté. Voilà, pour boire des bières et se régaler. Merci à tous.